hop, on avait commencé à réacter à ça lorsque j'ai essayé de stream l'autre jour et que j'ai pas réussi parce que ça faisait que cracher. Donc, on va reprendre cette vidéo qui nous parle du coup d'un culte, d'une secte traditionnaliste qui aurait créé le premier jeu interdit aux moins de 18 ans. Mais en fait, on était en train de commencer à comprendre que c'était pas tout à fait ça. On va quand même avancer un peu par rapport à l'intro et tout de ce qu'ils avaient dit. Donc là, ils vont commencer par introduire du coup la fameuse Silver Sisterhood. Et en gros, je vais regarder au milieu. Le titre est aguicheur, très aguicheur, on est d'accord. En gros, c'est des espèces de mormons. En fait, ils vivent comme des mormons, c'est-à-dire qu'ils prétendent vivre sans électricité, sans plastique, sans métal. Ils vivent sur une île, mais c'est toutes des lesbiennes radicales qui vivent entre lesbiennes. Donc on va réécouter ce début de vidéo pour essayer de voir si, genre, on est d'accord, c'est pas moi qui ai mal interprété. Genre, voilà, si vous me croyez pas, on va regarder ça. Allez, let's go, c'est parti. La télévision nationale a visité la maison 3 fois, et chacun de ces reportages a donné du mouvement une image complètement différente. La première année, on découvrait un groupe religieux, inspiré par les mouvements féministes des 70s, qui portait le nom de Rhenish Community et avait donné à l'ancienne maison des Screamers un nom imprononçable dans sa propre langue. L'année suivante, le seul homme de la communauté avait déjà disparu et on commençait à parler de Silver Sisterhood. Les costumes étaient devenus beaucoup plus conservateurs et l'esthétique de Babos avait été définitivement oubliée. Cette fois, c'est une certaine sœur Brecca qui représentait la communauté. On la retrouvera un an plus tard, sous le nom de... nous présentant ce qui sera devenu l'école de St. Bride. Puis, en 1988, elle sera Catherine Tyrrell, maîtresse d'un ordre maintenant désigné comme The Victorians. C'est cette dame qui continuera d'apparaître à partir de maintenant, donc, vous voyez, mais jamais sous le même... Ils vivent vraiment comme des mormons, mais entre femmes. Aujourd'hui, elle s'appelle Marie Guillermine et vit en Californie. En 92, quand elle a été condamnée à une amende de 100 livres pour avoir frappé une pensionnaire, elle s'appelait Marie de Colwyn. Il y aura Miss Partridge, Miss Trail, Miss Scarlett, mais le nom que l'histoire a reconnu est celui de Marianne Martindale. Martindale, c'est... Ça n'a rien à voir avec l'actrice de genre Margot Martindale. On avait vérifié la dernière fois parce que j'avais un gros doute là-dessus. Mais non, il n'y a aucun rapport entre cette meuf et l'actrice de genre Margot Martindale, qui est un personnage récurrent de BoJack Horseman. Mais aussi une vraie actrice. L'entité la plus identifiable et finalement la moins mystérieuse de la Silver Sisterhood. C'est elle qui distribue les rares clés dont on... je trouve que physiquement, elle ressemble un peu au dessin de Margot Martindale dans BoJack Horseman. Pose pour comprendre ce qui se passait là-bas. Le moment où la communauté a commencé à vraiment attirer l'attention, c'est celui où elle a ouvert l'école de St. Bride. Réservé à des femmes adultes, cet établissement promettait un séjour hors du temps et de la réalité. Quelques semaines où les visiteuses pourraient retrouver une enfance fantasmée, oublier l'identité que le monde leur avait faite, expérimenter une autre vie. Alors, t'as très bon call, Poulpe Malade, très bon call. Effectivement, il se pourrait qu'elle soit pas vraiment mormon. Il se pourrait qu'elle soit pas vraiment mormon, mais vous allez voir. Loin de la société moderne façonnée par et pour les hommes. Cette expérience est décrite comme un monde tout entier qui vous enveloppe. C'est un jeu de rôle grandeur nature, ni plus ni moins. Et c'est ce point qui a commencé à mettre le doute à tout le monde. Parce qu'on avait d'une part les occupantes permanentes du lieu, qui semblaient continuer leur activité religieuse et commises à temps plein dans leur mode de vie ascétique, et de l'autre, des stages thématiques, culturels et apprenants, qui insistaient un peu trop sur les châtiments corporels pour qu'on ne soupçonne pas une motivation fétichiste, mais semblaient quand même relativement innocents. Alors la grande question que se sont longuement posées chacun et chacune des journalistes ayant essayé de couvrir le sujet, c'est: est-ce que ce dont on est témoin ici est réel? Est-ce qu'elles y croient vraiment? Est-ce qu'on est face à une authentique secte ou à un simple roleplay SM lesbien? Ce doute, c'est la principale création de Marianne Martindale. Genre, moi au début quand il a dit ça, j'étais convaincu que c'était une secte, parce que genre, évidemment il y a des sectes de roleplay SM lesbien, c'est sûr, mais en fait la suite de la vidéo qu'on avait déjà vue, on avait regardé jusque là à peu près, m'a fait me comprendre que peut-être que non, hein, pas du tout en fait. C'est ce qui a fait tout l'intérêt de la Silver Sisterhood, à la fois aux yeux des médias, aux yeux de ses clientes et aux yeux de ses membres. La position de la communauté face aux médias, justement, elle est intéressante. Quand on les interroge sur l'actualité, les sœurs répondent ne pas savoir qui est Ronald Reagan. Oui, il y a des sectes surtout. Genre, en fait, c'est pour ça que j'étais en mode, oui, il y a une secte, enfin, c'est une micro-secte, mais il y a une secte basée sur les Final Fantasy VII, où les personnes de la secte sont convaincues d'être des personnages ressuscités de Final Fantasy VII. Enfin, il y a surtout, quoi. S'enorgueillissent d'être absolument coupées du monde actuel, qu'elles nomment The Pit, c'est-à-dire le trou. Offrir une alternative au monde moderne qu'elles méprisent, c'est leur raison d'être. Mais même si elles refusent de s'intéresser à ce monde, elles font tout
pour que ce monde s'intéresse à elle. Il y a plusieurs explications possibles à ça. La première est économique. La couverture médiatique offrait au groupe la publicité qui lui permettait de vendre ses publications ou ses stages victoriens, et donc de subsister. La deuxième est spirituelle. Si le trou est un enfer, et que St. Brides est un refuge, alors il faut donner les moyens à des sœurs potentielles de découvrir St. Brides pour s'extirper du trou. Enfin, la troisième est artistique. La vie tout entière du collectif était une vaste représentation qui avait besoin de son public. Martindale appellera plus tard cette démarche le Life Theatre. Chaque membre de la Sisterhood est libre de changer d'identité quand elle le souhaite, de changer de rôle quand elle le souhaite. Elle peut se comporter comme si tout cela était une improvisation théâtrale. Et pourtant, c'est la vie même, c'est son quotidien. Elle n'a pas d'autre identité. C'est intéressant en fait, parce que c'est une performance artistique en vérité. Genre, d'une certaine façon, c'est vraiment une espèce de scène d'improvisation grandeur nature sur un temps long. Enfin, c'est vraiment une performance artistique d'une certaine façon. À laquelle elle revient quand tout est fini. Il n'existe aucune frontière entre cette représentation et le reste de son existence. Voilà pourquoi les médias ont galéré à décrire ce qu'ils avaient sous les yeux. Est-ce que c'était une représentation? Oui. Est-ce que c'était réel? Oui. Est-ce que c'était intéressant? De ouf. Préoccupant? Probablement. Est-ce qu'on avait déjà vu ça avant? Non. Et qu'est-ce qui pouvait encore davantage brouiller les pistes? Coming here is like entering into a completely different world. En 1985 paraît un jeu d'aventure sur ZX Spectrum et Commodore 64 nommé The Secret of St. Brides. On le découvre à travers les péripéties de Trixie, une pensionnaire venant d'intégrer la mystérieuse école. Vous commencez à comprendre que le délire est en train de partir assez loin. Mais c'est pas fini. Trixie, qui est une jeune fille des années 80, découvre que toutes les habitantes de St. Brides vivent 60 ans en arrière. Elle doit maintenant déterminer si c'est elle qui a la berlue ou si c'est cet endroit qui a fait vriller tout le monde. Par où commencer? On va parler tout à l'heure de comment la Silver... C'est fantastique, non, on est d'accord? Ils ont fait un univers étendu dans lequel leur propre méta de Saint Brides, qui en fait sont des lesbiennes. Déjà, rien que le fait qu'elle s'appelle Saint Brides alors que c'est des lesbiennes, c'est à mourir de rire. Et ensuite, le fait qu'au sein de cette communauté, ils ont commencé à créer des jeux vidéo qui racontent des histoires qui se seraient passées au sein de leur propre truc de théâtre ouvert, c'est génial en vrai, non? Sisterhood en est venu à développer des jeux. La question du pourquoi est déjà bien entamée, mais tout de suite, on va s'intéresser justement à ces jeux. Il y en a 8. Tous des jeux d'aventure. Ouais, attention, alerte épileptique, désolé, je savais pas qu'il y avait ça. Tous assez différents, tous bien, voire très bien reçus. En fait, la Silver Sisterhood a vraiment marqué l'histoire du jeu d'aventure. D'abord parce que ces jeux étaient bons, ensuite parce qu'ils étaient mystérieux, et enfin pour la raison qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. On va y arriver très vite. L'esthétique un peu glitchée là qu'on a vu juste avant, ça avait l'air trop bien comme jeu, genre vraiment ça avait l'air d'être un peu méta et tout. Ce qui est frappant dans The Secret of St. Bride, c'est une espèce d'esprit d'aventure, d'insoumission, une espièglerie qui contraste complètement avec l'idéal de discipline et d'austérité affiché par la Silver Sisterhood. En jeu, la gouvernante est changée en éléphant, les règles sont faites pour être transgressées, et notre personnage ne se plie à la discipline que si l'on perd. C'est dans l'écran de Game Over qu'on devient une élève bien comme il faut, ce qui est pourtant l'expérience que semblaient promettre les séjours de St. Bride. Genre, vous voyez toute l'ironie du truc, ça me fascine. Genre, ils font leur espèce de RP machin où il y a des gens qui sont convaincus premier degré que c'est des meufs traditionnalistes, conservatrices, etc. Ensuite, ils sortent un jeu vidéo dans lequel, genre, il faut juste... où tu comprends qu'en fait, leur délire, c'est de mettre des règles juste pour les transgresser. C'est vraiment par plaisir de transgression, quoi. L'esprit espiègle de ce jeu, il a deux grandes influences. D'un côté, les jeux d'aventure, que la Sisterhood semblait très bien connaître parce qu'elle les référence amplement, et dans lesquels toutes les interactions étranges doivent être explorées, et toutes les situations... c'est genre, nah, I'm a good girl. poussées jusqu'à leur point le plus absurde. De l'autre, les histoires d'écolières modernes, écrites par Angela Brazel, qui reprenaient le cadre traditionnel des romans éducatifs pour jeunes femmes, en y insufflant un esprit d'indépendance et de liberté qui les a bien souvent fait interdire dans les écoles. Beaucoup de lectrices ont d'ailleurs lu dans ces romans un sous-texte lesbien, les internats étant devenus le cadre privilégié de la littérature saphique au début du XXe siècle, de Colette à Olivia. C'est clairement une influence majeure, non seulement pour le jeu, mais aussi pour la Silver Sisterhood. En 83, elle a d'ailleurs fait sa publicité sur le programme de Daisy Pulls It Off, une pièce de théâtre directement inspirée des romans d'Angela Brazel, dont l'héroïne, Trixie, porte le même nom que celle de Ok, Hermione Granger. Secret of St. Bride. Mais les références ne s'arrêtent pas là. Il y a les clins d'œil aux jeux vidéo, à la littérature, ou aux deux en même temps, avec les champignons qui permettent... Oui, genre elle mange des champignons et elle grandit. ...de taille et qui évoquent à la fois Mario Bros et Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a aussi, et c'est en fait le sujet principal du jeu... Mais moi, c'est vrai que c'est hilarant, mais imaginez vraiment les reporters qui arrivent dans une salle d'école où t'as que des femmes adultes qui sont habillées à l'époque victorienne. Il y en a une qui les regarde et qui commence à dire « Et n'oubliez pas que si jamais vous n'obéissez pas aux règles,
vous allez être discipliné. Et qui sort de là en mode waouh, c'est dingue ces femmes conservatrices qui apprennent à devenir de bonnes épouses. Et qui rentrent chez eux comme ça. Et t'as. Et ensuite, pendant la nuit, tu vois, t'as toutes ces meufs, elles vont dans le sous-sol de l'école comme ça, et elles programment des jeux vidéo tels des meufs trans dégénérées. Parce que moi, je trouve ça quand même très trans comme délire. Hein. Même si c'est des meufs cis, a priori, on dirait vraiment un délire de meufs trans. Hein. Je suis désolé. Moi, je me l'approprie un peu. Hein. Une longue série d'emprunts au folklore irlandais. Tous ces univers se mélangent dans un collage monty pythonesque où l'on change régulièrement d'époque, de réalité et d'identité. Il suffit d'enfiler de nouveaux vêtements pour devenir quelqu'un d'autre et voir de nouvelles possibilités s'offrir à nous. Cette Tu agilité... dis ça, Audric, mais c'est vrai que moi, genre, j'ai passé une année en internat et je pense que c'est une des années où j'ai fait le plus de conneries de toute ma vie. Mais littéralement, hein. Enfin... identitaire et cette capacité à aller piocher librement dans toutes les époques est le cœur du mode de vie que veut explorer la Silver Sisterhood. Enfin, ultime pont entre les réalités. Sam Brides proposait de gagner l'entièreté de son catalogue de jeux si l'on était la première personne à envoyer par courrier à l'école le nom d'une amulette irlandaise dissimulée dans le jeu. Ce catalogue, d'ailleurs... C'est tellement méta, en vrai. Tout leur délire est hyper avant-gardiste, hein, on est d'accord. C'est hyper intéressant. Le moment est venu de l'explorer. La Reine des Neiges est un voyage initiatique entre bien C'est pas la même. C'est pas la même que Disney. Attendez. et mal. Genre, ils sont visionnaires, mais bon. L'héroïne, Gerda, tente de retrouver son ami Kay, dont le cœur et la perception ont été corrompus par les fragments d'un miroir magique fabriqué par un troll. Miroir capable de rendre affreuses les choses justes et désirables les choses affreuses. C'est une C'est pas tout à fait la même histoire. adaptation du conte d'Andersen, qui était d'ailleurs inclus avec le jeu. Sa particularité est que nous ne sommes pas exactement Gerda. Nous lui donnons des conseils, qu'elle peut choisir de ne pas suivre, et il faudra parfois la convaincre. En dehors de ça, c'est une sortie assez Je suis classique. désolé, mais en termes de game design, personne n'avait eu cette idée avant de dire genre tu contrôles pas l'héroïne, faut juste que tu arrives à la convaincre de faire les bonnes choses. Mais de bonne qualité. La Sisterhood prévoyait en fait de faire toute une série d'adaptations semblables, ce qui aurait parfaitement collé avec son image d'établissement éducatif, très sage et victorien, mais elle va s'engager à la place sur un chemin assez différent. The Very Big Cave Adventure. Si vous aviez pas d'ordinateur personnel dans les années Le 70, nom est incroyable. Genre vraiment, un jeu de lesbienne qui s'appelle The Very Big Cave Adventure. Vraiment, genre j'ai envie de crever, c'est trop drôle. il faut quand même que vous sachiez que la Sisterhood est en train de parodier un espèce de monument du genre, Colossal Cave Adventure, sorti en 76. Si l'on en croit le livret, c'est en hackant le gouvernement américain pour faire du bif qu'une membre de Sandbride a découvert par hasard la version originale et secrète de Colossal Mais Cave déjà, mais c'est quoi ce scénario? Il est incroyable, attendez. Adventure, sorti en 76. Si l'on en croit le livret, c'est en hackant le gouvernement américain pour faire du bif qu'une membre de Sandbride a découvert par hasard la version originale et secrète de Colossal Cave. Cet heureux incident nous offre la possibilité de jouer enfin à cette perle longtemps censurée. Ici, tous les éléments les plus reconnaissables de la Colossal Cave sont reproduits, mais aucun ne fonctionne comme prévu, et toute l'aventure prend rapidement une tournure merveilleusement absurde. Il faut noter que Trixie est notre guide, et qu'elle est un personnage romançable, que si vous rêviez de jouer à une version textuelle de Tu peux avoir une romance lesbienne, c'est incroyable. Space Invaders, votre jour de chance est enfin arrivé, que le jeu est en 2 parties, la deuxième s'intitule Moron's Quest, et que même si la Sisterhood a prétendu ne rien savoir à ce qui se passait dans le monde moderne, elles ont quand même intégré une phase de jeu en Batmobile. Ouais, on vit reclus, vous inquiétez pas, on n'a aucune connexion avec le monde moderne. On ne. Non, vous inquiétez pas, on reste vraiment entre meufs et on vit comme au 16e siècle. Y a aucun doute là-dessus. Bon, par contre, on a dev un jeu où il y a une Batmobile dedans. Désolé, c'est trop transcoded, on dirait vraiment que c'est des meufs trans. Je vais me chercher à boire, je reviens.
Hop. Je me suis fait une petite tranche. Ah ouais, ça, le micro. Je me suis fait une petite tranche de Tom à l'ail des ours. J'en trouve que ici quand je suis à Roubaix. Je sais pas où trouver ce fromage ailleurs, mais c'est une dinguerie comment c'est bon. Genre vraiment, c'est le meilleur fromage que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est trop trop bon. Chaque fois que je viens ici, ma mère elle m'en achète parce que c'est un amour. Mais là, putain, je kiffe. The Very Big Cave Adventure, c'est la confirmation que toute cette histoire d'isolation complète, c'était du pipeau. Et que le sérieux de la Sisterhood épilepsie. Putain, désolé, en vrai, genre, trigger warning, épilepsie, s'il y a des épileptiques, faites attention. est en grande partie une façade. Mais on peut aussi voir dans cette satire un moyen de ridiculiser la culture de leur temps, et donc quelque chose qui ne contredise pas vraiment leur philosophie anti-moderne. Il y a tellement de modernité là-dedans, moi je n'en peux plus. Si on retourne à nouveau dans le passé, c'est sûr, les choses seront plus simples, plus calmes, plus morales. Bugsy nous propose d'incarner un lapin bleu criminel déterminé à devenir ennemi public numéro 1 dans le Chicago des années 20 en détrônant Mais elles en ont fait combien des jeux? C'est une dinguerie comme elles sont productives. Al Capone. Vous voyez pas le rapport? Eh bien attendez, ça va très vite devenir très clair. Le jeu commence dans la salle commune de St. Bride's, où une dénommée Trixie est en train de développer The Very Big Cave Adventure. Bugsy, couvert de sang, fait irruption dans la pièce et s'apprête à mourir. Genre, c'est tellement méta. Genre, dans leur jeu d'après, il y a le lapin qui est le personnage principal du jeu, qui arrive dans leur manoir, dans lequel il y a une des meufs de la Sisterhood qui est en train de développer un autre jeu vidéo. Enfin, genre, je suis désolé, c'est trop malin. Mais Trixie le rassure, il y a derrière l'écran quelqu'un qui va pouvoir l'aider. C'est vous. Cette scène constitue à la fois l'introduction du jeu et son écran de game over interminable. Bref, c'était déjà clair avec The Secret of St. Bride, ça s'était confirmé avec la Very Big Cave Adventure, mais la Silver Sisterhood réaffirme avec Bugsy son goût pour l'ironie et la satire. Ce projet est d'ailleurs encore une fois un pastiche parodique, Bugsy sorti 2 ans plus tôt, et les critiques de l'époque ont souligné avec plaisir tous les fracassages de 4e mur disséminés partout dans l'écriture du jeu. Il est en plus de ça assez élaboré, avec des choix de dialogue détaillés, des thunes à dépenser, 2 chapitres distincts et 70 lieux qui ont tous leur décor graphique. Notez surtout que l'intégralité du texte est écrite en slang de loupard des années 20. Encore une fois, il faut que vous imaginiez cette dame en train de programmer l'intégralité d'un jeu en argot Salut Ouz, dans son costume victorien, à la lueur des bougies. Voilà, maintenant que le décor est posé, on va pouvoir passer à la pièce de résistance. Jack the Ripper. Mais vraiment, je suis fan. Genre, je peux pas m'empêcher d'avoir cette image de genre 5 lesbiennes habillées en costume victorien avec des bas genre un peu BDSM latex en dessous de leurs fringues en train de développer des jeux vidéo la nuit. Ça me fascine. Genre, il y a vraiment des trucs de genre, mais c'est incroyable. Genre, est-ce qu'il y a ça encore aujourd'hui quelque part? S'il vous plaît, dites-le moi, je veux participer. Ça a l'air incroyable. Que dire? Alors que vous découvrez la scène d'un crime commis par l'éventreur, vous devenez brusquement le suspect numéro 1, et il faut maintenant prouver votre innocence. C'est vraiment intéressant que la Sisterhood, fascinée jusque-là par l'idée de choisir et d'adopter n'importe quelle identité... Ça. J'essaie déjà de faire mon studio de développement et de devenir une star sur internet, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. De Batman à Trixie Trinian, explore maintenant ce qui se passe quand on nous impose une identité qui n'est pas la nôtre. Mais ce sujet est encore poussé beaucoup plus loin, puisque notre personnage va vivre tout au long du jeu une série d'expériences extracorporelles. En fait, on passe notre temps à se réveiller, puis à se rendre compte qu'on n'était pas vraiment réveillé, avant de se demander si on est vraiment redevenu nous-mêmes. On veut prouver qu'on n'est pas Jack l'éventreur. Mais qu'est-ce qui nous prouve à nous qu'on ne l'est pas? De toute façon, assez vite, ça n'a plus vraiment d'importance. Parce que d'hallucination en hallucination... C'est vrai, je pourrais faire une game jam et recréer ça. On se retrouve pris dans un univers tellement abstrait que la question... Putain, mais je viens d'y penser. Mais en vrai, c'est une bonne idée de projet, ça. Genre, quand je serai célèbre et que je gagnerai plein d'argent, d'organiser une game jam, ça pourrait être un vrai event incroyable. Genre, la troublante jam, un truc du genre, ça serait super stylé, non? En vrai. Genre, je sais pas, je loue un gymnase, une merde du genre pour organiser ça. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Qui suis-je n'a plus vraiment de sens. On retrouve vraiment dans Jack the Ripper... Vivement que je devienne riche hein, quand même, non? Parce que là, le RSA, ça commence à aller. Hein. Cette obsession de St. Bride pour la réinvention, le retour en arrière, les réalités multiples. Déjà dans Bugsy, on commençait par mourir et on renaissait continuellement. Ici, le jeu s'achève sur la perspective de notre mort, qui n'est en vérité qu'un passage de relais.
Pour couronner le tout, cette fin était en fait ce par quoi on découvrait le jeu, puisqu'elle était déjà décrite sur son livret. Jack the Ripper, c'est un peu Omicron The Nomad Soul, mais en mieux écrit et en beaucoup plus réac. Ça commence par une sorte d'enquête horrifique avec des descriptions beaucoup trop gore, et ça finit par te faire visiter l'enfer surnaturel dissimulé dans les souterrains de Londres, où le grand complot des sciences, de la psychanalyse et du Mais communisme... je peux pas l'appeler la LSD Game Jam, ça existe déjà, malheureusement. C'est la jam où on participe avec le projet DSL, là, le jeu qu'on développe en ce moment. Mais d'ailleurs, je m'y remets en janvier, hein, ce truc-là. On le finit, on essaie de le finir en janvier. On essaye vraiment de le finir en janvier. a corrompu l'essence même de l'existence humaine. Clairement, dans le premier acte, la Silver Sisterhood nous appâte avec son contenu 18+, comme elle a appâté ses pensionnaires avec un marketing le plus kinky possible, et dans les deux cas, on se retrouve bien malgré nous à recevoir une leçon beaucoup trop sérieuse. La Taz Game Jam. Oh, est-ce que vous avez déjà vu cet extrait? Ah, attendez, il est incroyable. Je crois que je vous l'ai jamais montré, alors que pourtant c'est vraiment une vanne qu'on se fait en permanence avec mon groupe de potes. Oh, putain. La MD, ça détruit les neurones, quoi. Moi, je préfère prendre un bon Taz. Le débat, c'est qu'on va regarder. Chut, t'es moche, je t'adore, mais pas là. La MD, ça détruit les neurones, quoi. Moi, je préfère prendre un bon Taz. On l'a MD, ça détruit les neurones. Alors qu'un bon Taz. Non, moi, genre, je vais pas me laisser détruire les neurones hein, par la MD. Alors qu'un bon Taz. Ça me fascine. Ouais, désolé, c'est ma blague. Et pour ceux qui connaissent rien en drogue, les Taz, c'est vraiment fait à partir de MDMA. Hein. C'est vraiment... C'est comme si tu disais genre, ah non, moi je prends pas de cocaïne, ça détruit le cerveau. Alors que du crack... Sur le féminin sacré, les joies du féodalisme et le pouvoir des archétypes. Curieusement, ça n'a pas eu l'air de trop déranger les gens. Des années Jack que the ça vit Ripper a dans fait ma tête sans me payer le loyer. Non mais il est incroyable cette vidéo. beaucoup parler de lui, non seulement parce que c'est le premier jeu classé Ah X de l'histoire, d'ailleurs, j'ai capté, oui c'est vrai que quelqu'un nous a demandé tout à l'heure si on était à Grenoble. Oui, on est à Grenoble et il y a une rencontre abonnée en janvier. Voilà, j'ai pas la date exacte. Je crois que ça va être le 28. Mais on se fait un rencontre abonnée de Grenoblois voilà, en janvier. Parce qu'en fait, il y a Mel, la Fury là, avec qui je vais aller en convention. Et du coup, elle en profite, elle passe un peu de temps à Grenoble. Et du coup, on se fait une petite rencontre abonnée. Et du coup, oui, il va y avoir Troublante Acide en convention Fury. Cette vidéo va exister, c'est officiel. Hein. C'est officiel. Bah, on t'attend, Runko. Hein. On en a parlé en MP, on se disait, bon, franchement, c'est sûr, Runko sera là déjà. Donc, on sera. Ça sera où environ? Je pense on essaiera de faire ça du côté du jardin de ville. Probablement. Ou peut-être dans la rue de la Soif, dans un bar. On verra. On verra. Je me dis peut-être ça vaut le coup de réserver quelque chose dans un bar si jamais on est nombreux, je sais pas. Toujours est-il que voilà, on va organiser ça. Ça va être bien, hein. Du coup, en janvier, moi je tourne mon premier troublant reportage en convention Fury. Ce qui est quand même une dinguerie, hein, les gens, que ça arrive. Moi, je viens quand même, à la base, je suis une anti-Fury. Et aujourd'hui, je suis toujours pas à l'aise. Hein. Je suis toujours pas à l'aise. Mais, je me soigne. Ou je dégénère, hein, en fonction de où vous le voyez. Moi, je pense plus que je dégénère que je soigne. Il y a des trucs à faire à Grenoble? Ah ouais, il y a plein de trucs à faire à Grenoble. Genre, voir Troublante. Arc de rédemption, non, pas vraiment, hein, parce que les reproches que j'adresse à la communauté Fury sont toujours exacts. Hein. Moi, je suis toujours en mode, ça reste une commu de pointeurs, et je trouve que ça, il y a un énorme manque d'éducation sexuelle, et je trouve qu'il y a encore trop de gens qui ont un discours qui, en vrai, voilà. Moi, le vrai point, le vrai point de désaccord que j'ai avec la plupart des Fury, et c'est aussi de ça dont j'aimerais parler dans ce reportage, c'est que, pour moi, il y a plusieurs choses. Être Fury, ce n'est pas une minorité de genre. Tu n'es pas une minorité de genre parce que tu es Fury. Petit 1. Pour moi, c'est important. Petit 2. Comment dire? C'est un kink. C'est un fétichisme. Moi, je pars vraiment du principe que être Fury, c'est un truc fétichisant. C'est pas que ça. Genre, il y a plein d'autres dimensions. Il y a plein d'autres choses autour de ce fétichisme-là. Mais comme en fait il y en a dans d'autres fétichismes, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie des Furies, c'est pas sexuel. Il n'empêche que bah ça l'est quand même toujours un peu. Bref.
Voilà, c'est petit teaser de mon contenu à venir en janvier. Et pareil, en janvier, je vais essayer de reprendre un peu les choses en main. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, je fais plus de tier list, je fais plus de Wokedex, parce que c'est des trucs qui demandent du temps de préparation. Et vu qu'on dev le jeu à côté, en fait, j'avais plus le temps de préparer ces trucs-là. Et j'avais plus trop la force aussi, à vrai dire. Le ban Twitch m'a quand même... Voilà, le ban Twitch que j'ai eu en novembre m'a quand même pas mal mise dedans, hein. Je vais pas vous mentir, c'était dur à vivre, y compris quand je suis revenu, parce que genre j'étais en mode ok, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Est-ce que je vais me faire ban? Est-ce qu'il faut que je change de ton? Bon, vous avez remarqué qu'au final j'en ai rien eu à foutre, hein. Mais je me suis quand même posé les questions et ça m'a quand même beaucoup stressé. Bref. Mais aussi parce qu'il a été extrêmement bien reçu. Il faut dire que la finesse de son écriture était bien supérieure à celle de son propos politique. Et ses illustrations ont été jugées de mauvais goût, mais tout le monde avait compris qu'elles avaient été ajoutées là-dedans par l'éditeur. En tout cas, l'histoire était désormais marquée, et le succès était au rendez-vous. La Silver Sisterhood avait tenu jusque-là un rythme de sortie très soutenu, et on aurait pu s'attendre à ce qu'elle continue maintenant sur cette lancée. Mais au contraire, elle s'est arrêtée brusquement. Que s'était-il passé? Le culte s'était-il effondré? Avait-il été chassé de Donegal? C'est vrai que Grenoble, les écarts de température sont un peu vénères, Poulpe Malade, qui du coup nous dit qu'il t'a vécu 1 an à l'île verte. Mais moi je suis désolé, j'adore cette ville, hein. Genre, il y a plein d'événements culturels en permanence. Il y a plein de gauchistes qui organisent des trucs vraiment dans tous les sens. Enfin, moi, c'est vraiment une ville où il y a plein de ouais. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est comment dire, la soupe hyper militante qui est ultra active, que je vois pas dans toutes les villes de cette façon-là. Et j'aime bien l'ambiance militante qu'il y a à Grenoble, j'aime bien les gens, j'aime bien aussi à quel point tout le monde est un peu basé, surtout dans les gens les plus vénères et tout. Donc moi j'aime bien Grenoble pour ça. J'aime bien Grenoble parce que j'aime bien les boîtes qu'il y a à Grenoble, j'aime bien le drag, j'aime bien l'ampérage, j'aime bien la belle électrique. J'en oublie. J'aime bien la bobine à Grenoble, c'est très très cool là-bas. J'aime bien le PPM, j'aime bien les montagnes, j'aime bien j'ai envie de faire du VTT, j'ai envie de me remettre à faire du VTT parce que j'adore ça, le VTT. Ça coûte trop cher par contre, mais un jour je ferai du VTT. J'aimerais bien faire de l'escalade en falaise. J'aimerais bien, en vrai j'ai trop la flemme d'aller faire du ski, puis il y a que des bourgeois au ski, putain, j'ai trop la flemme. Mais en même temps j'ai un peu envie de faire du snowboard. Donc ouais, il y a quand même des trucs à faire à Grenoble. Oui, je sais qu'il n'y a aucune différence entre le snowboard et le ski, hein, vraiment. Escalade, énorme banger, hein, un des meilleurs sports. Pareil, en vrai, le snow, le ski, c'est trop bien, même si c'est un truc de bourge. Tu peux aussi faire... Il y a plein de trucs de canoë. Si jamais t'es chaud là-dedans. Moi, j'ai un pote, il est matrixé par le kayak et il fait que ça. Donc en fait, ouais, je suis désolé, hein, mais Grenoble, ville de malade. Il y a des événements culturels dans tous les sens. Il y a de la techno. Il y a de la ah putain, il y a de la dub, il y a plein de styles musicaux qui sont très stylés. Genre le Hadra Festival, qui est un festival de psytrance, il est organisé par des Grenoblois. Et c'est le plus gros, enfin je crois que c'est le plus gros festival de psytrance qu'on a en France. Donc en fait c'est stylé Grenoble, genre c'est stylé. Ah, et c'est la capitale européenne du street art aussi. Il y a du street art partout dans la rue. Il y a des tags un peu partout, il y a des graphes. C'est une ville qui, artistiquement parlant, est super intéressante. Il y a aussi beaucoup de marchés de créateurs. Il y a aussi le marché de Saint-Bruno, qui est un endroit génial où tu peux aller faire tes courses et avoir plein de produits vraiment très cool. Genre, ouais, moi je suis une énorme bandeuse de Grenoble, hein. Moi je suis vraiment une énorme bandeuse de Grenoble, hein, les gens. Genre, ça va être très très difficile de me faire déménager, hein. Enfin, à part vraiment très grosse opportunité professionnelle, mais vraiment énorme opportunité professionnelle. Et je refuserais de déménager ailleurs que à Nantes ou à Paris. Je bouge pas de là. Vraiment, je ne bouge pas de Grenoble. J'aime trop cette ville. Moi, j'ai envie de créer quelque chose là-bas en plus. Moi, j'ai envie d'avoir ma petite communauté. J'ai envie d'avoir mon studio. J'aimerais bien avoir des locaux en fait, en vrai, au bout d'un moment. Et c'est tellement plus abordable qu'à Paris. Genre, c'est un objectif qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Et j'aimerais bien, avoir mon petit truc où genre, tu sais, il y a des gens qui font des jeux vidéo, il y a moi qui stream, d'autres gens qui font des trucs, on fait des vêtements, genre voilà, moi j'aimerais bien faire un truc comme ça, un endroit où je peux fabriquer des vêtements, fabriquer des jeux vidéo et streamer, ce serait vraiment mon idéal absolu. Mais on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, mais ça lutte.
Et je suis sûr en plus que les fringues, ça va être gavé rentable quand on va s'y mettre. Pas encore. Il a fallu attendre 4 ans, mais en 91 apparaîtront dans une Oui, nouvelle salle. genre, je vous en ai jamais parlé, mais j'ai une formation en sérigraphie. Je sais faire de la sérigraphie. Et la sérigraphie, quand tu fais ça de façon artisanale, tu peux faire énormément d'effets qui sont absolument impossibles à obtenir si tu fais de façon industrielle la sérigraphie. Donc en fait, genre, on peut même faire des fringues qu'une usine ne pourrait pas faire, si vous voulez, si on fait de la sérigraphie de façon artisanale. Bref, c'est incroyable. Les 3 derniers jeux estampillés Sandbride. Silverwolf est un nouveau voyage dans un Et passé. ouais, et si ça peut faire une colloque d'artistes, moi, ce serait vraiment mon idéal. Hein. Moi, j'ai l'impression que le meilleur modèle économique, c'est pour ne pas devenir fou, c'est la colloque d'artistes. Mais bon. Bien tradit, il y a 5000 ans. Encore une fois, le personnage principal est une écolière. Elle est la réincarnation d'une putain, princesse Edric, légitime tu fais plaisir. Voilà, tu t'es enfui de Paris pour venir à Grenoble. Ça fait 10 ans que t'es plus heureux. qu'il faut ramener sur un trône usurpé. Encore une fois, son identité est compliquée puisqu'elle a une alter ego guerrière. J'habite au Havre et je me fais chier. Ah ouais. Oh là 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 là. Merci pour le follow. Merci beaucoup pour le follow. Oh là 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 là. Ça fait quoi d'habiter dans le fief de... Merde, comment il s'appelle? C'est pas Jean Castex. Non, Jean Castex, c'en est un autre. Le mec avant Jean Castex. Putain, il y a eu trop de premiers ministres. Il y a eu trop de premiers ministres macronistes. Bah bref, lui. Silverwolf, qui est révélé à travers une série de rituels, encore une fois très Je me inspirés suis enfui de Montélimar. C'est vrai que Montélimar, moi j'y suis passé il y a pas longtemps. Et à part le... Édouard Philippe, merci. Et Montélimar, à part le fait que ils savent très très bien manipuler le sucre. Voilà, voilà. Disons-le, moi je suis une grosse bouche à sucre. Genre j'adore la bouffe, mais sucrée. Enfin, c'est moins vrai aujourd'hui, mais je suis genre vraiment, si j'ai pas ma dizaine de sucre par jour, vraiment les gens je crève ou j'ai aucune énergie. Et du coup c'est vrai que Montélimar, petit kiff quand même quand t'aimes bien les sucreries. En plus moi j'aime pas les pâtisseries, j'aime vraiment les sucreries. Genre moi les pâtisseries, oui ok, c'est sympa. Mais je sais pas, c'est pas chimique, genre c'est pas... ça va pas ce truc, genre c'est pas rose bonbon, genre. Bref. folklore britannique, mais ce pouvoir n'est pas aussi impressionnant que celui de son ami, qui peut prendre la forme de n'importe quel être vivant. Bref, les mêmes obsessions... Est-ce que tu dis, Runko, pas de Chabert et Guillaume, c'est genre une boutique qu'il y avait là-bas? Cette petite ville de montagne en neige, on se fait chier. MDR, j'avais la vie inverse. Il est rincé en dehors de négocier. Oui, alors oui, c'est vrai, oui, j'ai pas fini d'en parler de Montélimar, mais c'est vrai que à côté, du coup, genre, moi, du coup, j'y suis pas mal allé parce que j'aime bien traîner en Ardèche, parce que Ardèche, région de ma boule, hein. L'Ardèche, les gens, alors, parce que moi, je sais qu'il y a plein de gens, ils ont une image biaisée de l'Ardèche. Dans leur tête, c'est un endroit aride. Mais non, hein. C'est pas parce que le nom, c'est Ardèche, que c'est forcément aride. C'est pas du tout, c'est hyper luxuriant, l'Ardèche. C'est vraiment des rivières dans tous les sens. C'est de la végétation foisonnante. C'est des espèces de petites montagnes un peu partout. C'est magnifique. Énorme banger. C'est une de nos plus belles régions qu'on a en France. Hein. Genre, franchement, l'Ardèche, c'est magnifique. Genre, avec les gorges du Verdon, pour moi, dans les mêmes endroits, c'est vraiment des trucs. Oh, et grotte de fou malade. Oh putain, oui, c'est vrai, je suis passé dans la grotte là. Comment c'était déjà? Celle où c'est un trou par le dessus là. Ça s'appelle Lavenne-d'Orniac. Lavenne-d'Orniac, c'est ça? Oh là 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 là. Oh, j'étais sur le cul. Enfin, c'était une dinguerie. Hein. Genre vraiment. Attendez. Dinguerie. Là, ça parle de l'Ardèche. Ça parle de l'Ardèche qui est un énorme... Lavenne d'Orniac, les gens, c'est une folie comment c'est beau. C'est une folie comment c'est beau. On dirait que tu viens de mettre les pieds dans un temple Lovecraftien. Genre, c'est une dingue. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Hein. Genre... Bref, rappelez-vous toujours que... La MD, ça détruit les neurones, quoi. Moi, je préfère prendre un bon Taz. Bon Taz. On en était où? Même qualité, le même royalisme. Pour finir, The White Feather Cloak et Dogboy ont tous les deux été adaptés de en fait, poèmes écrits. genre, si vous saviez pas, les gens, la Lavenne d'Orniac, c'est vraiment une grotte dans laquelle il y avait même pas Enfin, la découverte est extrêmement récente et elle est restée isolée et ça fait qu'il y a des stalagmites de fou furieux. Mais genre de
fou furieux. Et j'en avais déjà vu plein des stalagmites. Moi, je trouve ça très beau. Mais alors là, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai vu quelque chose d'aussi stylé. Hein. Dans une grotte. Je pense que c'est devenu ma grotte préférée, la Vendorniac. Voilà. J'ai dû en faire une dizaine. Actually, c'est un Aven et c'est pas une grotte. Oui, c'est pour ça que je l'appelle la Vendorniac depuis le début d'ailleurs. Mais admets que la nuance est fine. La nuance est fine. C'est-à-dire que moi, dans Minecraft, quand je tombe dans une grotte, c'est une grotte. Je dis pas, ah, je suis tombé dans un Aven. Par un certain Mark Persson, tous les deux dans le genre fantasy. La grotte of all et time. plutôt Ah ouais, humoristique. carrément. C'était pour Saint Brides des projets de commande, mais ils ont quand même reçu de très bonnes critiques. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est des commandes, elle faisait pas ça pour le kiff. Silverwolf a été annoncé au départ en 85, et les deux autres mentionnés dans des articles de presse dès 87. Ces trois derniers jeux, en fait, ne sont non, pas c'est apparus d'autres parce jeux, c'est que encore Saint d'autres Brides jeux. avait repris son activité. Ils ont simplement fini par sortir grâce à une sorte de miracle, quand la toute petite société GI Games, qui vendait des jeux par correspondance, a C'est des gens activé qui sont arrivés en cours de route, c'est des lesbiennes qui se faisaient passer pour des espèces de mormons, genre en mode ouais, on vit sans électricité et sans plastique, alors qu'en fait elles développaient en secret des jeux vidéo de lesbiennes dans lesquels ça avait l'air gavé drôle. droit d'un certain nombre de programmes Ah abandonnés. oui, et c'était plus ou moins un délire un peu BDSM, oui. Ouais, elle se faisait fouetter et tout. Ces trois projets de Saint Brides, victimes des aléas de l'édition, qui finiront ensuite par être récupérés par Zenobi Software et avoir droit à une édition à grande échelle. C'est un coup de bol, mais cette histoire laisse entier deux grands mystères. Pourquoi est-ce que la Silver Sisterhood avait cessé de faire des jeux, et pourquoi elle avait commencé à le faire au départ? On a parlé de la Silver Sisterhood, on a parlé des jeux de la Silver Sisterhood, et maintenant il faut qu'on arrive à vous Ah expliquer. oui, et puis du coup ça vient de réarriver, j'ai oublié de reprévenir, attention, il y a des trucs un peu épileptiques dans leurs vidéos là. J'ai cherché de quoi fumer, je reviens. Vous voulez savoir à quel point ma mère a bon goût dans la vie? Genre chez elle on peut trouver ce genre de coussin. C'est incroyable, non? Il est stylé, non? Frida. On se demande comment j'ai pu devenir une telle gauchiste. En vrai c'est fou, hein. Je suis beaucoup plus radical radfem que ma mère. Hein. Comment une communauté ultra conservatrice qui s'éclaire à la bougie en est venue à développer des jeux sur ZX Spectrum. Et comment cette communauté est passée... Oui, je suis d'accord, Ah ouais. moi je suis très très fan de l'esthétique de ces jeux. Hein. Les graphismes du coup sont incroyables, effectivement. Je suis très fan de l'esthétique de ces jeux-là, un peu old school, là, en aplat de couleurs, c'est super stylé. Hein. à 5 ans, de l'adaptation de Contes pour enfants au tout premier classement X de l'histoire du JV. La première chose qu'il faut noter, c'est que la sacro-sainte tradition à laquelle s'attachait la Silver Sisterhood était une invention unique et changeante. On les a déjà vus passer de commune New Age à RP victorien. On sait qu'elles sont capables d'adapter leur réalité si ça peut permettre au groupe de survivre et de se faire connaître. Quand des ordinateurs ont été installés à Saint Bright, ça n'a au final pas du tout affecté le reste du RP. On a programmé des jeux, certes, mais à la lumière des bougies. Cette activité, en fait, a parfaitement trouvé sa place parmi les autres D'ailleurs, crafts. genre, je sais pas si vous avez vu, parce que c'est une petite chaîne, mais il y a Diomed, qui est une chaîne que j'aime bien, qui a sorti un iceberg des esthétiques d'internet, et genre vraiment, on va react à ça. Hein. Genre, je l'ai regardé en entier là hier soir, j'étais hypnotisé. Mais hypnotisé par la vidéo, genre c'était trop intéressant. Et moi, je suis une énorme bandeuse d'esthétique, hein, vous le savez, je suis graphiste hein, dans le développement de jeux vidéo, moi, pour le coup, genre c'est ça que je fais. Lou est au design sonore, et moi je suis au design esthétique, l'esthétique graphique. Et puis je suis un peu directrice artistique aussi. Mais du coup, ça m'intéresse énormément. Pratiquées par la communauté. Elles ont appris sur le tas, en utilisant un logiciel assez facile d'accès sur ZX Spectrum, qui s'appelait The Queen. Ouais, attends. C'était un artisanat Bah en vrai, quelqu'un peut mettre la vidéo sur Discord, je suis en train de rouler. comme un autre. La Reine des Neiges était d'ailleurs vendue en bundle avec le livre dont il était Diomed, adapté, D-Y-O-M-E-D-E. et il était prévu au départ de produire des bandes dessinées, qui sortiraient avec certains des jeux, dont un mystérieux Wonder Girl qui n'a jamais vu le jour. La seule explication qu'il nous soit parvenu sur la décision soudaine de développer des jeux au lieu de faire du macramé, c'est une interview de Marianne Martindale. Mais comme la plupart des histoires de Martindale, Alors.
Alors, Poulpe Malade, c'est pas vraiment du low poly. Enfin, l'esthétique PlayStation 1 et l'esthétique low poly, c'est pas tout à fait la même esthétique. On pourrait en discuter beaucoup, mais ce qui revient à la mode, c'est pas le low poly. Le low poly, c'est plutôt genre des jeux comme Super Hot. Super Hot, c'est ça l'esthétique à proprement parler le low poly. L'esthétique PS1, c'est un autre nom. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas la même chose. Mais ouais, en fait, c'est techniquement parlant du low poly parce que c'est du low poly technique, mais le style qu'on appelle low poly, c'est un truc qui est plus récent, qui est beaucoup plus récent et qui a commencé à être utilisé lors du développement de jeux indépendants en fait. Pour des raisons de genre, ça c'est un style low poly. Genre, attends. C'est ça le low poly, tu vois? C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Genre, si tu regardes un truc qui du coup pourrait s'apparenter à du low poly, parce que dans la définition c'est du low polygone, mais qui est pas du low poly, ce serait cette esthétique-là. D'ailleurs, on va y jouer à ce jeu. On va y jouer en live. J'aimerais bien commencer à y jouer en janvier d'ailleurs. Cette esthétique-là, c'est pas à proprement parler du low poly. C'est autre chose. Voilà, cette esthétique-là, ça, c'est l'esthétique. Low poly égale pas de texture, on dirait. Ouais, en fait, dans le low poly, il y a vraiment cette tendance à aller vers un truc très simplification. Si vous voulez, c'est un peu comme à l'époque, on aimait bien faire des icônes hyper sobres. Enfin, il y a un truc de sobriété. Il y a quelque chose de très très sobre, de très aplat de couleur qui est dans le low poly. Alors que dans le style PS1, c'est très crade. C'est avec des textures en 144p. Plus un shaders qui pixelise l'image. Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, du coup, DSL, le petit jeu qu'on développe, graphiquement parlant, c'est plus un truc qui sera, enfin, c'est du collage de portraits de la Renaissance qu'on a animé. Alors que l'autre jeu qu'on développe derrière, c'est beaucoup plus proche de cette esthétique-là. Et d'ailleurs, on va y jouer à ce jeu parce que, bah, en fait, moi, ça m'intéresse en tant que développeuse. J'ai envie de voir de leur voler, leur technique, de tout leur voler, de tout crap, hop. Je vole tout. C'est à moi. Maintenant, c'est moi. Je sais faire. Elle est remise en question. Cette explication repose sur un personnage évanescent, qui a été entrevu plusieurs fois. Mais j'ai tellement pas le nom des esthétiques dans le jeu vidéo, mais ça a l'air grave intéressant. Je ferai peut-être un point là-dessus aussi un jour. Et pareil, dans les autres contenus que j'ai prévu de faire, j'aimerais bien vous faire un stream spécial Batman, dédicacé à Batman, parce que dans ma maison, j'ai un mur qui est recouvert d'une 50aine de covers de bandes dessinées Batman qui sont triés dans l'ordre chronologique des années 60 à 2020, concrètement, 2021 je crois, qui retrace du coup toute l'histoire du personnage à travers les covers de comics. Et en fait, c'est déjà un sketch que je fais à pas mal d'invités où genre pendant un quart d'heure je leur explique toute l'histoire de Batman et je me dis mais en fait c'est marrant d'avoir fait ce sketch là avant d'être sur YouTube et sur Twitch et je vais vous le faire en fait. Je vais vous expliquer l'histoire du comics à travers l'histoire de Batman. Je pense que ce serait intéressant. Je vais aller chercher à boire. Je reviens dans un instant. Ok. L'arme de gauchiste dans 3, 2, 1. Désolé. Hein. Désolé. C'est pas moi qui décide, c'est pas ma maison. Et croyez-moi, vous ne voulez pas boire l'eau de Roubaix qui n'est pas filtrée. Voilà. Toujours tapis dans l'ombre et dissimulé par un voile, si bien que ces rares observateurs se demandent s'ils ont bien rencontré la même personne. C'est l'un des noms les plus mystérieux de ce monde oublié du jeu d'aventure textuel, Priscilla Langridge. Selon Marianne, c'est Priscilla qui a apporté le premier ordinateur à St. Bride's lorsqu'elle y est entrée en tant que pensionnaire. D'abord intriguées par ce passe-temps étrange, les sœurs ont fini par constater que les jeux vidéo, c'était en fait beaucoup mieux que la maudite télévision. Je suis désolé, j'ai peut-être pas la ref, mais pourquoi il y a des gens qui disent juste trans de temps en temps? C'était à bien y réfléchir, le seul divertissement moderne qui mérite qu'on le laisse entrer dans notre passé traditionnaliste. Mais pourquoi ça? Eh bien, les jeux vidéo, explique Martindale, demandent une implication complète de la personne qui y joue. Une concentration par laquelle cette personne crée elle-même, à travers son imagination, l'univers de jeu. Inutile de dire que ça ressemble énormément aux activités de la Silver Sisterhood et à sa philosophie du live theater. La correspondance est... Ah, c'est une meuf trans. Putain, mais c'est pour ça qu'il y a des jeux vidéo. Mais c'était... Putain.
Depuis le début, je dis que c'est transcoded, que ça ressemble à un délire de meuf trans. Depuis minute 1 de cette vidéo, y compris durant le début de React qu'on avait fait l'autre jour, enfin du coup il y a 2-3 jours, où la vidéo avait coupé parce que j'avais plus internet, je l'ai dit, depuis le début je dis que c'est un délire de trans, qu'on dirait un délire de trans, que genre vraiment, mais désolé les gens, j'ai le 3e œil. En ce moment, à chaque stream, je prévois les trucs qui arrivent dans la vidéo, c'est un truc de dingue. Parfaite. Oh là là, Sauf que tout ne tient pas. oh là là, oh bébé, oh attendez. Moi, vas-y, lèche-toi la chatte en live. Oh bébé. Voilà, petit instant chat. Hein. Pas debout. Pourquoi une personne ayant payé pour un stage d'immersion dans l'époque victorienne aurait amené avec elle son énorme ordinateur? Et comment aurait-elle pu s'en servir librement alors que d'autres pensionnaires racontent qu'on leur a confisqué leurs livres et leurs vêtements contemporains? Mais surtout, comment Priscilla aurait-elle pu arriver comme pensionnaire à St. Bride alors que selon certains témoins et selon Martindale elle-même, la guide religieuse que l'on découvrait en 82, bien avant l'ouverture de l'école, c'était elle. Le récit d'une arrivée tardive de Priscilla Langridge est probablement J'en faux. profite parce que le chat de ma mère est un peu moins une salope que mon propre chat. Hein. Elle, au moins, elle accepte que je la filme et tout. Ouais, par contre, le problème, c'est qu'elle est hyper dangereuse. Hein. Vraiment, c'est un chat, il fait peur un peu. Hello Mel, comment ça va? Comment ça va Mel? En revanche, ses apparitions répétées, la récurrence de son nom dans les crédits et la cohérence de l'ensemble des jeux semblent indiquer qu'elle est probablement bien à l'origine du business vidéoludique de St. Brides. Elle n'était pas tout à fait seule. On sait qu'au moins une figure très discrète. Ouais, en fait, attendez. Genre, je vais fumer à l'intérieur, donc je vais aller ouvrir ma baie vitrée. Désolé, je fais que des pauses, c'est insupportable. Mais après, ça va être bien. Alors non, je fume du tabac. Je fume du tabac. Bon, après, ça reste une drogue. Mais oui, je suis en vacances, je suis chez ma maman, je fume du tabac, je fume des clopes, je suis raisonnable. Je suis raisonnable. De toute façon, je ne fume évidemment que du CBD quand je suis en stream, hein, bien sûr. Il y a aucun doute sur le fait que je fume exclusivement du CBD quand je suis en stream. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Moi, c'est que du CBD. C'est que du CBD. Vraiment rien, jamais rien d'autre. Jamais, bien sûr. Du nom de Maureen Evans l'a aidé dans la création de ces jeux. C'est cette même Maureen qui, lorsque les sœurs se feront chasser de Burton Port, s'enfermera dans la salle de bain pendant plusieurs jours pour échapper à l'éviction. On viendra là-dessus, mais on ne sait quasiment rien de ces deux personnes. Ça semble incroyable quand même, c'est évident qu'elles ont fait quelque chose d'assez unique dans l'histoire du jeu vidéo. Elles étaient à notre connaissance le premier collectif de femmes développeuses, elles ont mis en scène leur propre mythologie dans un jeu vidéo avec quelques années d'avance sur tous les musiciens mégalos dont on vous a déjà parlé. Ce jeu-là pourrait être considéré comme l'un des premiers jeux queer de l'histoire, d'autant que beaucoup de témoins ont décrit Priscilla Langridge comme une femme trans, ce qui ferait d'elle non pas notre commu, les goths, notre communauté les goths. Hein. Je suis désolé, hein, les droitards, vous pouvez râler autant que vous voulez, genre en fait on est trop stylé. la première, mais l'une des premières dev trans après Daniel Buntonberry. Puis il y a cette histoire de Peggy 18 là. J'avais presque oublié honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, l'organisme chargé de la classification ou de la censure des objets audiovisuels, c'est un passage obligé pour les films, mais pas du tout pour les jeux. Surtout à l'époque, ils avaient vraiment pas l'habitude d'en recevoir. Pour être honnête, ils savaient à peine ce que c'était. Alors quelle ne fut leur surprise quand une bande de sapajous s'est mise à leur envoyer tout un tas de jeux plus dégueulasses les uns que les autres. CRL était un petit éditeur britannique tout récent, fondé... Oui, mais c'est ça, les droitards qui vont se rendre compte qu'en fait, depuis le début, il y a des trans développeuses dans le jeu vidéo et qu'en fait, sans les trans, il n'y aurait pas eu de Doom et ils vont devenir fous. Hein. 82, qui a choisi comme stratégie commerciale de courir après les certifications maudites, pour attirer les... Pareil, hein, les trans, et pour les bandeurs d'e-sport, croyez pas que les trans, ça a pas été des espèces de turbo-furies dans le monde du speedrun qui ont été incroyables et genre... Typiquement, le record du monde sur Zelda Link's Awakening, il a été détenu par une meuf trans pendant quelque chose comme 15 ans. Adolescents edgy, mais aussi, visiblement, les bonnes sœurs victoriennes kinky, puisque c'est cet éditeur que la Silver Sisterhood a choisi pour diffuser ses jeux Bugsy et Jack the Ripper.
À l'époque, CRL venait de sortir le jeu Rocky Horror Show. On a aussi, ouais, alors j'ai dit des Turbo Fury, mais je voulais dire des Fury genre en mode qui sont furieuses. Pas des. Calme-toi, Mel, calme-toi. Il avait déjà décroché de justesse avec son Dracula, la première classification 15+. Maigre consolation. C'était le 18 qu'il Enfin, voulait. tout ça pour dire énorme respect sur Narcissa. Si vous savez pas qui c'est Narcissa, énorme respect sur Narcissa, trop forte. Et par un miracle qui mérite de figurer dans les livres d'histoire, c'est Saint Bride qui va le leur offrir. Voilà, Saint Bride moi je suis sur Twitch aussi, calmez-vous avec vos images pixelisées là. va jouer le jeu de CRL. Les deux productions qu'elle a développées avec cet éditeur sont franchement différentes du reste de son œuvre. Elles ont su capter la rupture de ton qu'il fallait pour aider CRL à transformer l'essai. Et les illustrations fournies par l'éditeur ont porté le coup final aux pauvres innocents de la BBFC qui ont découvert le jeu vidéo à travers des images tout bonnement insoutenables. L'arc CRL est un peu à part dans l'histoire de Saint Bride, mais pas du tout incohérent pour autant. Les ingrédients de ces deux Tout à l'heure j'ai parlé de notre escapade qu'on va faire en convention. jeux sont toujours les mêmes que d'habitude, une certaine dose de cynisme, une exploration insatiable des travers de l'humanité, et une fois encore, invariablement, un goût du RP qui nous emmène aux portes du méta. Donc qui enfonce généreusement les portes du méta en embarquant le cadre et le mur avec. Mais à tout le monde, j'en ai parlé en stream, Mel. C'est un peu plus qu'une simple volonté de choquer. Et ça par contre, le passage un peu glitché là comme ça, Du méta en embarquant le cadre et le mur avec. oui c'est magnifique, on est d'accord, le jeu est très beau et en plus de ça, c'est des esthétiques qui... Enfin, je pense que c'est grave en avance sur son temps, cette espèce de côté un peu glitché. Enfin, on dirait de l'esthétique internet. Ça, on dirait que c'est... Bon, bref. Un peu plus Désolé, hein, je suis fasciné par cette histoire. Et vraiment, je vous jure, c'est incroyable. qu'une simple volonté de choquer. Genre, on dirait Trouble Tacite si elle était née il y a 40 ans, vraiment, je pense. Enfin, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, genre, je fais des jeux vidéo, je suis trans, un peu lesbienne, tout va bien, quoi. C'est quelle année le jeu? On est sur Commodore 64, donc j'en déduis que ça doit être en 80-90, je crois que c'est ça. En fait, si l'on en croit à Marianne Martindale, c'est même bien plus que ça, puisque Jack the Ripper est l'occasion de régler leur compte aux trois grandes influences qui ont fait la décadence du monde moderne, Darwin, Marx et Freud. Vous pensiez qu'on était là pour s'amuser? Ça nous emmène à une nouvelle question. À quel point les racines de la Silver Sisterhood étaient-elles pourries? Et est-ce que cette putréfaction a influencé le contenu des jeux? La tradition est Bon, alors, toujours une invention. peut-être que je vais moins bander ce qui va se passer dans cette partie-là, mais on va voir, on va voir. Quand on prétend faire comme nos ancêtres, soit on essaie délibérément de tromper les gens, soit on se voile la face. La première raison, c'est qu'imiter un comportement dans un contexte différent, ça n'est pas du tout faire C'est marrant, il y a pas longtemps, je me posais la question de genre, est-ce que je garde dans mon vocabulaire l'expression je bande sur tel truc alors que je suis trans? Oui. la même chose. Genre, reconstituer au 21e siècle des machines anciennes pour construire un château le plus lentement possible, Oh, et il y a deux expressions que je rajoutais à mon vocabulaire en ce moment parce que, en fait, dans ma famille, on le dit tout le temps. Et c'est vrai que je l'ai un peu perdu. Alors que je les trouve absolument incroyables, ces expressions. Vraiment, les gens, c'est pour parler d'une. Quand tu parles de quelqu'un et que tu veux dire que c'est quelqu'un de bien, tu sais, genre quelqu'un de vraiment gentil, profondément gentil, tu dis que c'est du bon pain. Genre, moi, je pense que, malgré toutes ces vannes et tout, genre, je pense que Raz, c'est du bon pain. Ça, et quand tu vois des gens qui sont. Genre, Twitch, par exemple, quand il me prend 50% de mes revenus, on peut dire qu'il se mouche pas dans les doigts. Truc. Pour critiquer des gens qui se mettent un peu trop bien, tu peux dire, eh ben, eux, ils se mouchent pas dans les doigts. Genre, elle est vraiment très très bien. Enfin, ça, c'est une expression familiale que j'aime beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi touche du singe. Touche du singe. Alors, tous les gens sont en mode touche du bois. Nous, on touche du bois quand il faut toucher du bois et on touche du singe quand il faut toucher du singe. c'est pas la même chose qu'inventer ces mêmes machines au XIIIe siècle pour construire un château le plus vite possible. C'est l'inverse en fait. La deuxième raison, c'est que l'histoire n'est jamais restée longtemps au même endroit, et qu'on la connaît mal, et qu'on n'est jamais d'accord dessus. C'est un Genre, truc Mel, avec ses 14 fursuits, on peut dire qu'elle se mouche pas dans les doigts. dont on s'est aperçu au 19e quand on a commencé à inventer la notion de patrimoine historique et à vouloir restaurer de vieilles bâtisses. On se met à regarder les fondations Toucher de la peau de singe. Alors, moi, j'ai toujours dit toucher du singe. Mais ah oui, toucher du singe, c'est pas un truc de famille pour le coup. Ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu ailleurs, ouais. Mais oui, tu touches quelqu'un comme ça, tu dis touche du singe. et on se rend compte que 5, 10, 20 fois, cette cathédrale a été agrandie, modifiée, Bah, Mel, c'est une bonne nouvelle, tu te mouches pas dans les doigts. C'est dégueulasse de se moucher dans les doigts, tu devrais pas être vexé. reconstruite. Du coup, la restaurer, c'est essayer de la remettre Oh wow, merci pour l'abonnement de niveau 1. Merci beaucoup, qui a été offert à Grenouille Underscore. dans quel état exactement? La première version? La dernière? Quelque part entre les deux? Même si on arrive à choisir, bien on pourra- vu. Audrixec, nous, il nous montre les graphismes sans aucun filtre ou quoi que ce soit. Mais alors, d'ailleurs, il existe de très très bons filtres pour. Comment dire? Des filtres pour quand t'es sur émulateur ou quoi, pour justement refaire un effet écran LCD pour avoir le vrai graphisme.
que supposer à quoi cet état ressemblait, on ne pourra en fait que l'inventer. La restauration, c'est toujours une énième reconstruction. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en vérité, genre, jouer à des jeux rétro sur des écrans HD, bah, je considère que c'est une autre esthétique que juste des jeux rétro sur un écran cathodique. C'est pas la même chose en fait. Tu ne vois pas la même chose et ça change vraiment fondamentalement le rapport à l'esthétique. Et je trouve que les jeux indépendants qui sont sortis en pixel art dans les années entre 2010 et 2015, en fait, ne font pas référence à l'esthétique des jeux rétro, mais font référence à une modernisation de l'esthétique des jeux rétro qui en fait vient des émulateurs. Bref, je sais pas si j'ai perdu tout le monde, mais c'est une de mes analyses. C'est faire évoluer encore une fois ce qu'on essayait de préserver, et donc l'éloigner encore plus de son passé. Dans le cas Alors non, le mépris de classe, ça va que dans un seul sens par contre, désolé. Hein, le mépris de classe, quand c'est les prolos qui se moquent des bourgeois, c'est pas du mépris de classe, c'est de la lutte des classes. tradition, quand on se décide sur une version définitive qu'on va codifier et fixer comme étant la seule vraie, eh bien on va contribuer à effacer toutes les autres versions. Le traditionnalisme est toujours une destruction de l'histoire. Une coutume, elle n'est jamais la même d'une année sur l'autre, et elle n'est jamais la même partout. C'est vrai J'aime aujourd'hui, bien leur take que le traditionnalisme c'est une destruction de l'histoire, je la trouve bien. et c'était déjà vrai à l'époque où il fallait plus de temps pour aller insulter son voisin qu'il n'en faut maintenant pour envoyer une vidéo de son chien à l'autre bout du monde. Alors moi j'ai réussi à m'en procurer une de télé cathodique à genre 25 balles dans un troquet. Hein. Faire comme nos ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont nos ancêtres? Il faudrait choisir une génération, une année, un village. Il n'y avait probablement pas un seul village de l'Irlande médiévale où tout le monde faisait les choses exactement de la même façon. Et personne ne peut dire que tous ses ancêtres proviennent du même village. Même si c'était le cas, ce qu'ils faisaient dans le village, on n'en connaît qu'une interprétation forcément partielle et partiale. Bref, le traditionnalisme est toujours une fiction. Ce que la Silver Sisterhood avait de spécial, c'est que ça, elle le savait. Elle ne s'en cachait pas, et qu'elle en a profité. Marianne Martindale a volontiers reconnu en interview que son groupe puisait dans tout ce qui précède 1960 pour concevoir ce qui lui semblait être une société idéale. Le modèle de cette société se trouve dans le passé, protégé de la dégénérescence culturelle que la Sisterhood appelait l'éclipse, We think the last third of civilization collapsed in the 1960s. mais pas à un moment ou un point précis de l'histoire, même quand elle se faisait appeler les Victoriennes. Et si elles étaient capables d'introduire le ZX Spectrum là-dedans, vous vous doutez qu'elles pouvaient y mettre à peu près ce qui leur plaisait. En fait, quand on observe l'ironie méta que la Sisterhood ne pouvait s'empêcher de diffuser dans ses jeux, quand on observe son rejet de l'idée de progrès, la manière dont elle s'est amusée à réinventer des œuvres et des formes anciennes, de la Reine des Neiges à Colossal Cave Adventure, et son talent pour se rendre indéchiffrable aux yeux du monde et des médias, on s'aperçoit que c'était, formellement, un groupe d'artistes postmodernes. C'est-à-dire qu'en se Yeah, je l'avais colle. définissant en réaction à la modernité, forcément, elles se sont retrouvées encore un peu plus dans le turfu que ne l'étaient les modernes. Du coup, pendant qu'elles se cramponnaient d'une main à leur idéal de tradition, bah de Je l'autre, suis même pas sûr qu'elles soient si postmodernes que ça. Moi j'ai l'impression qu'elles étaient tellement en avance qu'elles sont déjà dans une certaine forme de... Je sais pas, de trucs méta. Vous savez, parce que normalement ce qui est censé succéder au postmodernisme c'est le métamodernisme, même si bon ça fait débat. Je sais pas, je trouve que ça se rapproche plus de quelque chose de méta que de quelque chose de postmoderne. Après voilà. elles amenaient le média le plus pointu de leur époque à des extrémités qu'il n'avait encore jamais connues. On peut tout à fait être avant-gardiste et réactionnaire. En fait, c'est très facile. Et on l'a d'ailleurs su très tôt, puisque les futuristes, l'un des mouvements les plus influents au sein du modernisme, ont tout fait pour servir de marchepied à Mussolini, qui après être arrivé au pouvoir s'est évidemment retourné contre eux. Aujourd'hui c'est pareil. On se retrouve à devoir affronter une alliance des tech bros obsédés par le progrès, et de la droite évangéliste obsédée par les prétendues valeurs d'antan. Comment ça? Ouais, moi je sais pas si elles sont si conservatrices que ça, hein, ces meufs. Ça a pas l'air en fait d'être le cas. Et j'aurais tendance à penser que non. Hein. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'ils sont en train de diaboliser des meufs qui en fait se moquaient de ça justement. Marche. Eh bien, l'obsession de la tradition et l'obsession du progrès, ce sont deux fictions qui servent à faire accepter des idées. Et si leurs inspirations sont en apparence opposées, eh bien les idées, elles, ne le sont pas forcément. Ce qui est amusant, c'est que la Silver Sisterhood prend ses racines dans des mouvements qui, au contraire, mobilisaient des imaginaires traditionnels pour légitimer des idéaux progressistes. Pour la frange On est ésotérique d'accord. des mouvements féministes des 70s, le féminin sacré et les différentes réinterprétations de folklores européens étaient un moyen de légitimer des droits et des pratiques que les conservateurs Alors oui, les futuristes en italien, c'est des fascistes, mais les surréalistes aussi en fait. Hein. Enfin, en fait, les bourgeois. Désolé, hein, mais c'est pas un raccourci que je fais, hein, c'est vraiment un truc appuyé par l'histoire, étudié, qui a été fait par des historiens et tout. Et en fait, juste les artistes, pendant très longtemps, c'était des bourgeois. C'était moins vrai, genre, ça commence à être moins vrai durant le XXe siècle. Mais sinon, c'était quand même très très réel. Hein. Genre, même des mecs qui semblent venir un peu de la rue, comme Jean-Michel Basquiat, c'est des turbo-bourgeois. Hein. Et juste, en fait, quand t'es un bourgeois, et qu'on te donne le choix entre la révolution socialiste
et la révolution conservatrice, bah en fait, tes intérêts font que dans quasi 100% des cas, tu vas choisir la révolution conservatrice. C'est pour ça que la plupart des patrons ont collaboré en France et qu'on a eu beaucoup de patrons collabos, entre autres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu faire le Conseil national de la résistance et qu'ils ont bien pu fermer leur gueule quand on a fait les retraites, la sécurité sociale, tous les trucs qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui sont vraiment les trucs importants pour moi qui sont en France et sur le plan social, c'est précisément parce que les patrons ils avaient collaboré qu'on a pu le faire. Enfin, sinon ils nous auraient jamais laissé l'espace. Voulait faire passer pour trop moderne. En allant chercher des antécédents et des exemples dans un lointain passé, on prouvait que ce qu'on ressentait aujourd'hui était naturel. C'est dans ce creuset que s'est formée la religion de Rhénich, qui a peu à peu muté pour donner naissance à Saint Bright. À ses débuts, la Sisterhood est restée très proche des groupes progressistes. Et puis les choses ont dégénéré assez vite. Oui, après oui, oui, enfin vrai, l'histoire des futuristes, c'est un bordel, hein, je suis d'accord, mais ça reste des fachos. Hein. Enfin, je veux dire, je les excuse pas, hein, j'excuse pas du tout qu'ils aient vrillé dans cette idéologie-là. C'est comme les surréalistes, je veux dire, chez les surréalistes, t'avais des énormes fafs comme Salvador Dali, t'avais des gens un peu plus progressistes comme Frida Kahlo, genre, mais c'est compliqué. We divide the feminine sex into two sexes. They are blondes and brunettes. Blondes are the Et par contre, les bros, vous faites un documentaire, mettez des sous-titres. fluffy side of femininity that likes to be protected by the brunettes. Feet together. One foot slightly in front of the other. To me, punishment is something that purifies and cleanses. Elle dit que la punition, ça purifie et ça nettoie. Relieves tension, relieves guilt. C'est tellement Thanks BDSM. me. Do you remember what to say? Thank you, madam. That's right. Now open the door for me, please. Yes, madam. Quand on fonde un idéal politique sur la notion de tradition, quand on considère que nos valeurs sont justifiées par un ordre naturel, eh bien on Oui, c'est du pur kink, c'est du pur kink, je suis désolé. ne protège pas vraiment, ni cet idéal, ni ses valeurs. Parce que le récit de ce qu'est la tradition, et de ce qui est naturel ou pas, il est très facile à tordre et à réinterpréter. Surtout si on annonce qu'on ne fait pas de politique. Non, la Sisterhood ne touche pas à ces choses-là. Surtout pas de la politique du présent. La seule chose qui importe, c'est ce qui a toujours été. C'est ce qui est naturel. C'est la tradition. Mais on a vu qu'avec le temps, Mais c'est une la posture. tradition de St. Bride's C'est une posture. beaucoup changé. Si bien que quand le groupe a été chassé de la maison de Burton Port, on y a retrouvé des pamphlets fascistes et une correspondance s'étalant sur 2 ans avec le leader du parti néo-nazi britannique. Oh ah. 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 Ouais, ok, ça a glissé hein, là par contre. Ok, faut que je fasse un état de conscience. Ok, j'ai dit beaucoup trop de bien sur ce groupe depuis le début. Il va falloir que je rééquilibre la force là. Quoi? Pardon? Bon, des pamphlets fascistes, à la limite, tu sais, si t'es d'extrême gauche, tu peux en avoir chez toi hein, pour étudier ce qu'ils racontent et tout. En vrai, tu vois, genre, ça peut être un vrai truc. Mais le coup de la correspondance avec le parti néo-nazi, c'est un peu chaud quand même là. Genre, c'est un peu grave pour des meufs lesbiennes qui ont des meufs trans dans leur team. C'est bizarre, hein. C'est très très bizarre, hein. Attendez, on remet. La tradition de St. Bride's avait beaucoup changé. Si bien que quand le groupe a été chassé de la maison de Burton Port, on y a retrouvé des pamphlets fascistes et une correspondance s'étalant sur 2 ans avec le leader du parti néo-nazi britannique, John Tyndall. Or Tyndall a dit « c'est pas elle ». Les magazines SM et les pamphlets fascistes sont arrivés avec le spam. Et certes, il y a une salle capitonnée dans la maison, on mais pourrait refaire tout le truc sur l'homonationalisme, mais Dany Arras en parle suffisamment, ils sont plus basés que moi sur ce sujet-là. Mais oui, c'est encore ça. Oui. on s'en est jamais servi. There's no sexual activity of any kind in Anastasia. Puis le grand chef nazi qui nous écrit qu'il admire beaucoup notre secte lesbienne, là, c'est une random pensionnaire qui a reçu ça. Ça nous regarde pas. Sauf qu'en 93, il y avait plus que 4 personnes dans la maison. L'activité du groupe était clairement sur le déclin, si bien qu'il ne pouvait plus payer son loyer. Et c'est ce misérable loyer impayé qui a incité 2 membres des Screamers à revenir à Burton Port pour s'introduire de force dans la maison. Après, et trouver... je l'ai oublié de le dire cette fois-ci, mais je l'avais dit la dernière fois. Pour le coup, la maison qui s'appelle Atlantis, le fait qu'ils vivent sur une île, que entre elles, ça puait la dérive sectaire quand même, genre... des publications fascistes et du matériel SM, parce que oui, les proprios, c'était les Screamers d'Atlantis. Pendant tout ce temps, l'argent de Jack the Ripper servait à payer un loyer aux Screamers pour qu'ils financent leur déménagement en Bolivie où ils vivaient chez les FARC. Mais ça prouve qu'à partir du moment où on devient proprio, on peut vivre en Bolivie où ils vivaient chez les Tout l'argent de Jack the Ripper servait à payer un loyer aux Screamers pour qu'ils financent leur déménagement en Bolivie où ils vivaient chez les FARC. Les FARC? C'est quoi les FARC?
C'est en Colombie, du coup. FARC. Comme ça. Forces armées révolutionnaires de Colombie. Attendez, regarde si c'est basé. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, armées du peuple, généralement appelées FARC, parce que la guérilla communiste. Bizarre. Organisation placée sur liste officielle d'organisation. C'est des communistes. C'est des communistes révolutionnaires. Milice d'extrême droite colombienne. Ah, attends. Ah, peut-être que c'est un truc qui commençait par être communiste et qui a fini par dériver à la Staline, quoi. Ok, d'accord, c'est une organisation terroriste, apparemment, d'après les USA, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Union Européenne. Bon, ça veut tout rien dire, ça. Histoire, oh, la flemme. L'Union patriotique. Oula, attendez, ça craint. Ouais, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, les gens. Alors, attendez. Quand c'est ça, vous savez ce qu'on fait? Salut chat, comment ça va? Je voulais te poser une question par rapport au FARC, du coup, qui serait un groupe révolutionnaire en Colombie. Et on se demandait si c'était un groupe de gauche, parce qu'ils se prétendent communistes, ou si c'était un groupe d'extrême droite. Genre, on n'arrive pas vraiment à les positionner. Et en fait, la page Wikipédia est trop longue. Donc, si tu pouvais me résumer ça, vraiment, ce serait super sympa. Les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, était un groupe de guérilla fondé en 1964. Il se revendiquait clairement marxiste-léniniste. Leur Ok. objectif principal était de renverser le gouvernement colombien pour établir un État communiste. On n'entend rien? Ah, merde. Cependant, leurs moyens, trafic de drogue, enlèvement, violence contre des civils, les ont souvent éloignés de leurs idéaux politiques. Cela les a parfois fait percevoir comme davantage criminels que révolutionnaires. Tu as d'autres questions sur eux? Non, mais les gens, c'est pas l'extrême droite. Hein. C'est des gauchistes révolutionnaires. C'est juste qu'ils ont des méthodes où, genre, ils financent leurs actions avec du trafic de drogue. Du coup, ils passent pour des trafiquants internationaux, ce qui est le cas, de fait. C'est comme ça qu'ils se financent pour lutter contre. Mais ça a l'air d'être. Mais il est bizarre, hein, leur positionnement idéologique, là, à ces meufs. Ça a l'air confus, tout ça. Hein. Ça a l'air confus. Hein. Mais ça prouve qu'à partir du moment où on devient Je me demande si c'était pas des rouges bains, hein, tout simplement. proprio, on peut vivre dans une commune en Amérique latine avec des guérilleros marxistes, on sera quand même prêt à faire le chemin. Ils sont plutôt sexistes et autres travers. Ah oui, bah après, oui. Après, est-ce que c'est des. Ouais, oui, non, c'est horrible. À Burton Port, à Donegal, pour foutre dehors 4 bonnes sœurs qui ont 2 mois de loyer en retard. Ça fait vraiment réfléchir. Mais il reste un point d'ombre. Pourquoi la communauté qui venait de trouver le succès avec Jack the Ripper en venait à compter ses derniers sous? Eh bien, le témoignage le plus récent que nous ayons de St. Brides est absolument édifiant. Vous vous souvenez quand on a dit que Marianne Martindale avait reçu une amende de 100 livres pour avoir fessé une pensionnaire? Oh, le truc des fessées quand même, genre vraiment ça pute. Si vous voulez mon avis, elle aurait jamais dû s'en tirer à si bon compte. On va pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment pas nécessaire. Mais la femme qui a poursuivi Martindale en justice avait Alors là, c'est le moment des rives sectaires, je crois. Hein. été isolée de sa famille et de ses proches, privée de toutes ses possessions, exploitée pendant des mois sans jamais recevoir l'argent qui lui aurait permis de prendre un bus pour quitter Burton Port, et Martindale la battait affreusement. Oh là 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 là. La Silver Sisterhood n'était pas une communauté. C'était un culte qui s'est éloigné peu à peu de ses idées de départ pour graviter de plus en plus dangereusement autour de l'obsession de Martindale pour les châtiments corporels. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette femme était bien plus douée pour attirer les caméras que les pensionnaires. En 93, plus personne ne voulait habiter dans son trou à rats. Bah ouais, dérive sectaire instant, hein. Écoutez, c'est la vie, hein. Enfin, putain, ça fait chier hein, quand même, genre. Mais du coup, ouais, la meuf, elle a vrillé. Et ça, justement, genre, on en parlait un peu dans notre tier list sur les fétichismes sexuels qui est sur ma chaîne YouTube, où justement, on parle des dérives du BDSM qui, quand même. Genre, il y a très peu de cas où ça part pas en couille, quoi. Genre, dans ce genre de communauté. Genre, en fait, à partir du moment où tu t'isoles du reste de la civilisation et tu commences à vraiment faire du BDSM ton mode de vie, c'est super dangereux, quoi. Et les dérives vont très, très rapidement. Parce que du coup, tu formalises des enjeux de domination qui devraient être purement sexuels et qui devraient rester à cet ordre-là, en fait.
Bref, on en a déjà parlé, les dangers du BDSM, tout ça. L'histoire était finie, semble-t-il. C'est eux, il y a des gens à travers un pseudo RP BDSM, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par avoir de vrais esclaves, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé là. Wood n'a occupé la maison de Burton Port que pendant une dizaine d'années. Et si on s'intéresse à St. Brides en tant que studio de développement, l'aventure est encore plus courte que ça. Même si 3 d'entre eux ne sont sortis qu'en 91, l'ensemble des 8 jeux estampillés St. Brides a été développé entre 85 et 87. Après seulement 2 ans, cette excursion... Ouais, non mais je suis d'accord, Audric, ça a pas l'air d'être la meuf qui faisait les jeux vidéo qui a fait la dérive. Moi j'ai l'impression que c'est un machin qui a été quand même bien, genre dans ses premières années et qui a fini par partir en couille, tu vois. Genre c'est vraiment ce genre de très bonne idée qui, sur le déclin, commence à avoir des mécaniques de plus en plus hardcore et délétères. Mais n'empêche que genre ça avait pas l'air d'être horrible H24 quoi. Genre je pense que c'est plus ça l'ambiance du truc. Dans le monde des ordis était déjà terminé. Du moins... Après moi je pense que j'aurais été la meuf qui se fait battre à l'époque. C'est ce que laissait penser un certain nombre d'articles sur le sujet. Mais en vérité, il s'est passé, dans le futur, autre chose. Et ce quelque chose constitue un étonnant écho au premier jeu qui déplaçait les aventures de St. Brides dans un univers ludique. Nous entrons dans une nouvelle strate de brouillage, dans la réalité toujours plus décomposée de ce groupe, qui n'a jamais montré 2 fois le même visage. L'école de St. Brides et la Silver Sisterhood ont quitté Burton Port en 1992. Mais cet événement n'a pas signé la fin de la fantasy imaginée par Martindale. Elle a continué de faire ce qu'elle faisait depuis toujours, se métamorphoser. En fait, il semble que cette fantasy ait au contraire été libérée par la perte de son ancrage matériel en Irlande. Ces manifestations se sont d'abord multipliées à travers l'Angleterre, ses inclinations fétichistes sont devenues... Bottom spectaculaire, hein, je rappelle, Mel. On rappelle ma merde, je sais plus où elle est, ma charte D&D. Je dois l'avoir sur mon Twitter. Elle est où ma charte D&D? Pour ceux qui n'ont pas vu ce banger, je pense que ça vaut le coup quand même que je la montre. Hein. Genre vraiment, c'est trop bien. Il faut que je clique sur profile, c'est ça. Voilà. On rappelle cette incroyable charte D&D. Alors, je vous laisse vous concentrer un peu pour voir à quel point vous êtes en accord avec ça. Mais du coup, on a décidé d'inventer une nouvelle typologie de charte D&D. Et j'espère que vous êtes d'accord avec toute notre conclusion autour de cette histoire. Moi, je trouve ça hyper accurate. Hein. Hein. Perso, dans tout ça, je crois en tout. Je crois vraiment en chacun de ces placements. Je suis vraiment convaincu par tout ça. Vraiment. Oui, stay bottom, bien sûr. Dans un premier temps, de plus en plus visible, mais surtout, son univers s'est étendu et s'est précisé. Passé quelque temps sous le nom de Romantia, puis adoptant pour toujours celui d'Aristasia, elle est devenue une réalité tout entière, avec ses nations et leurs drapeaux, ses croyances et sa mythologie, ses coutumes et son histoire. Ouh, Second Life, ça pue le Second Life. Oh, il y a dû y avoir des dingueries sur Second Life, ça a dû être horrible. Sacrés et leurs exégètes, mais surtout, son ambassade sur Second Life. Et c'est ici qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Toutes les nouvelles arnaques de Marianne Martindale dans les 90s, on va pas en parler, parce que honnêtement c'est toujours la même chose, et on n'en peut plus de cette dame. C'est l'étape suivante qui nous intéresse. Celle où Aristasia va s'emparer d'Internet, et où, finalement, c'est Internet qui va s'emparer d'Aristasia. Les débuts d'Aristasia ont lieu dans les 90s, sur ce que le mouvement appelait Electraspace. En fait, c'était juste un ensemble de sites internet qui communiquaient les uns avec les autres, un web ring. Si vous avez joué à Hypnospace Outlaw, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Ce petit univers continue de s'étendre, avec Avondale School, un jeu RP pratiqué dans des chatrooms IRC, et toute une série de forums, dont Girls Town, qui sert encore à faire du RP, ou bien à discuter de si les jeux vidéo qui sortent sur Game Boy Advance obéissent bien aux principes philosophiques d'Aristasia. À ce stade, ce sont toujours Martindale et ses apôtres qui posent le cadre, et le cadre reste strict. Mais arrive maintenant l'ambassade d'Aristasia sur Second Life, ce que les membres appellent Virtualia. Cette ambassade sera d'ailleurs victime d'un attentat terroriste, mais vous savez qu'il en faut plus pour arrêter ces femmes-là. L'ambassade sera reconstruite en mieux, et ce sera finalement... J'ai trop de curiosité. Aristasia. Non, pas ouf d'ailleurs. C'est quoi une carte? Alors, on habite où nous sur Aristasia? Ah, c'est tout petit là, wesh.
Alors, on a Quirinel, Vintes, Novaria, Cadoria. Ah, les noms sont pas assez explicites pour qu'on puisse y comprendre vraiment c'est quoi le mood. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Hello Philémon, bienvenue sur le stream. On est sur la fin du react sur les lesbiennes traditionnalistes bizarres qui à la base avaient l'air cool et qui en fait ont fait une espèce de culte sexuel bizarre, ont développé des jeux vidéo qui ont été le premier jeu vidéo rated X de l'histoire. Le moins mémorable de l'histoire d'Aristasia. À Virtualia, on trouve la 3e incarnation de l'école St. Bright. Et là du coup ils ont recréé, après que le truc soit terminé, ils ont recréé leur école bizarre sur Second Life. Qui a donc existé dans la maison de Burton Port, puis sur ZX Spectrum, et se découvre maintenant en multi-online sous le nom de... Mais l'ambiance a changé. C'est plus pareil, c'est trop moderne. Les gens parlent d'animé, ils ont oublié l'Eclipse. Pourquoi ? Parce que c'est à cette période que Martindale se retrouve. le puriste du lore qui est en mode mais c'est quoi ce lore de baiser ? Genre pourquoi est-ce qu'il n'y a plus l'Eclipse et vous respectez pas le lore de la Silver Sisterhood ? Rapidement ringardisé. De nouveaux personnages émergent, Sushori Madonna, Shankan Rakuten, Lady Aquila. On commence à reconnaître publiquement que la stratégie de Martindale était mauvaise, naïve, que son idée d'insister sur la discipline pour faire parler les médias a attiré le mauvais public. On passe à d'autres sujets, d'autres préoccupations, et peu à peu, Martindale, on l'oublie. À ce stade, tout ce qui a fait l'objet de cette vidéo... Ouais, en fait, il fallait juste se débarrasser du gourou, et puis ensuite, ça a l'air d'être redevenu cool, en fait. Est devenu un détail négligeable dans l'origin story obscure du mouvement en ligne Aristasia, qui va se développer rapidement, puis, peu à peu, entre 2008 et la fin des années 2010, se dissoudre dans la wibberie générale de l'internet mondial. Bien sûr, qui dit mouvement en ligne dit multitude de branches inguessables et de sous-mouvements dissidents. Oh Tout le monde n'est pas juste devenu fan d'animé et de JRPG. Merci Poulpe Malade, merci beaucoup. Attends, t'as offert 5 abonnements, merci énormément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on a un train de la hype, je crois. On est au train de la hype niveau 2, donc écoutez les gens, genre si vous voulez que moi-même je devienne un gourou bizarre, n'hésitez pas à faire un maximum de dons. N'hésitez pas à faire un maximum de dons. Ok, on a atteint un objectif. Faut que je gère ces trucs d'objectifs là. J'ai rien géré, ça s'est fait automatiquement. Et oh yo, merci Runko, merci beaucoup. Train de la hype niveau 3. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Merci énormément. Merci. Donc oui, si je voulais que je devienne un... Oh là là, mais ça ne s'arrête plus. Mais ça ne s'arrête plus. Merci beaucoup. Ah, vous me faites un cadeau de Noël. Vous êtes adorables. C'est trop mignon. Merci beaucoup tout le monde. Gros cœur sur vous. Gros cœur sur vous. On est au train de la hype niveau 3. Est-ce qu'on peut atteindre le niveau 4 ? Je l'ai jamais fait. Je crois que je l'ai jamais fait. Ah si, je l'ai peut-être déjà fait. Une fois quand j'ai eu le raid des modems. Mais là, on s'est pas fait raid et on atteint quand même un train de la hype niveau 3, ce qui montre quand même à quel point je suis destiné à percer, hein, je pense qu'on se le dise. Gourou de la bottom, ouais. Bah après, tu peux être gourou et bottom. Hein. Attends, laisse-moi tranquille. Mother God, elle est un peu bottom, non ? Je sais pas. Non, en vrai, c'est une idée de con, non. Non, mais il n'empêche que... Ah, attendez. Troublante notre déesse absolue ? Peut-être pas. Par contre, c'est vrai que je pourrais me trouver un nom de gourou. Parce que, après, mon prénom, c'est Diane. Et c'est déjà une déesse. Ah ah, la déesse des païens. Bon. En tout cas, merci beaucoup les gens pour les subs. Ça fait super plaisir. Et alors, c'est ah oui par rapport à quoi ? Désolé, genre je sais pas il y a pas le. Je sais déjà depuis de quoi je parle. En fait, je suis toute désolé de recevoir plein de dons comme ça me baise la tête. Après, je sais plus réfléchir. Merci énormément. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis du coup faire une petite secte, pourquoi pas, non? En vrai, je pense le vrai plan c'est genre d'abord je crée un truc vraiment cool comme Martindale là. Ensuite les gens commencent à développer des jeux vidéo et genre on atteint un pic où c'est génial. Ensuite je me fais cancel et c'est Mel avec tous les autres joueurs qui décident de recréer une nation. Genre où il y a genre Runko qui a son pays, Mel qui a son pays, Raven qui a son pays, tous les gens comme ça qui reviennent un peu souvent, qui ont leur lore comme ça. Et moi en fait je cancel et vous retransformez le truc en un machin cool. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je pense que c'est ça notre plan si on part sur la secte. Parce que ça a quand même pas trop mal marché leur histoire, hein. On peut faire pareil. Je pense qu'on peut y arriver. J'étais trop deep dans le lore. Non, c'est vrai que je pense que si je sombre, tu sombres avec moi, Mel. Malheureusement, maintenant,
Maintenant, je pense que c'est malheureux, mais au pire, on peut se faire cancel ensemble, hein, c'est pas grave. Bref, merci encore beaucoup pour les subs. Il y a plus trop de sub goals en ce moment, mais ça reviendra quand j'aurai fini de faire les trucs que je dois déjà faire sur les sub goals que vous avez déjà donnés. Donc pour le moment, je vous promets rien parce que je suis en retard de fou malade. Voilà. Merci pour cette unique bit. Je suis en retard de fou malade. Il n'empêche que j'en profite pour vous rappeler que en janvier, le gros mois janvier pour Trouble Antacide, gros mois pour Trouble Antacide, on va sortir notre jeu. On va sortir le tout premier jeu de notre studio jeux vidéo avec Lou. Faudra que je capte si on change pas le nom du studio parce que je suis plus méga fan de Notorious Frogs. Je trouve ça moins bien maintenant. Donc je vais voir pour qu'on regarde pour réfléchir à un autre nom. Mais voilà, notre tout premier jeu va sortir. Le serveur Minecraft de la communauté Trouble Antacide va être mis en ligne. Point très important, point qui me demande énormément de travail. Donc notre jeu sort, et il y a ça qui arrive. Et il y a aussi énormément de contenu que je vous prépare les gens. Il y aura notamment la tier list des mecs 6 un peu médiocres qu'on va faire avec Yukaino. C'est une vraie tier list. Qu'on va faire. Je vous jure que c'est réel. Il reste aussi le Wokédex. Et on va décider de si on fait le Wokédex de la gauche de Twitch ou de la droite de Twitch. Donc là, on va commencer à dire des vrais trucs dans le Wokédex. Et je vous ferai voter sur le Discord pour savoir si on commence par les droitards ou si on commence par les gauchistes. Mais plein de contenu qui arrive en janvier. Ça va être un gros mois, peut-être le plus gros mois de Trouble Antacide depuis le début. Après, ça fait que depuis septembre que je suis là. Mais quel kiff déjà depuis cette aventure, les gens, vraiment. Bref. La rencontre. Et oui, et là, il y aura aussi le tournage. En janvier, il y aura aussi le tournage de mon entre guillemets, reportage au sein de la communauté Fury. Où on va aller en convention avec Mel, on va bien rigoler. Ça va être super, ça va être trop rigolo. Et en plus, on va quand même essayer de poser des questions un peu basées. On va poser la question de l'éducation sexuelle au sein de la communauté Fury. On va poser les questions de comment est-ce qu'on gère les groomers. Bref, ça va être un gros truc, mais qui arrivera plus tard du coup. Mais le tournage est en janvier. Et à la suite de ce tournage, on organise une rencontre abonnée à Grenoble. Parce qu'en fait, la moitié de ma communauté vient de Grenoble, voire plus. Donc en fait, on va se rencontrer, la team. On va aller boire des verres ensemble et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors c'est en avril. Ah. Oups. Ah oui, non, putain, en janvier, c'est juste toi qui viens. Ok, le truc du reportage, c'est pas en janvier. Depuis le début, je me trompe, les gens. Depuis le début, je me trompe et c'est en avril. En janvier, il y a juste la rencontre. Bref, notre jeu sort. Le serveur Minecraft s'ouvre. Et il y a la rencontre abonnée. Plus plein de contenus que j'ai préparé à l'avance. Genre, il y aura des tier lists, il y aura le Wokédex et tout. Genre, on va saquer dedans un grand coup là en janvier. Ça va être super. Ça va être super. Bref. On retourne dans la vidéo, on finit ça et après on se lance dans la radio libre. Ça vous va la team? On a aussi eu droit à tout un éventail de mouvances néo-religieuses qui sont entrées en concurrence. Je crois qu'on a, dans la stricte lignée... grâce à ce train de live, vous avez gagné une émote de cuck. Voilà. J'espère que vous êtes content d'avoir ce bonhomme de neige nul. Martindale, quelques sites bien essentialistes, bien traditionnalistes, avec des grosses fleurs de lys, qui faisaient de l'exégèse de Mario et concluaient qu'un mariage Peach Daisy était la seule issue possible au lore de Nintendo. Et puis, je suis d'accord avec cette théorie. La mutation la plus récente d'Aristasia semble être le bien nommé Chelurania, ça ne s'invente pas, qui était, on peut le dire, à l'extrémité la plus X-Files du spectre. Attendez, il a l'air particulièrement chelou celui-là, laissez-moi vérifier un truc. Oui, ok, c'est bien Martindale qui a essayé de faire son comeback en scred. C'est juste désolant à ce stade. Récemment, Martindale a sorti un one-woman show pour dire « J'ai changé. Avant, j'étais pas net, mais maintenant, je suis presque fonctionnel. » Bref, c'est assez difficile de conclure quoi que ce soit de tout ça. J'ai un peu envie de le voir, moi, perso. Prévoyé au départ, c'était une petite ouverture un peu optimiste, en mode, en s'affranchissant de Martindale, Aristasia est enfin devenue ce qu'elle annonçait être depuis le départ, une communauté. Et en devenant une communauté, elle s'est libérée de ses idées les plus destructrices. C'est ça qu'on fabrique ici, une communauté, let's go. Ensuite, on est tombé sur le site avec la fleur de lys et ça nous a fait changer d'avis. Alors on est parti sur un truc en mode, quand on met entre les mains des gens le pouvoir de modeler leur propre réalité... Mais non, mais Harmony, c'est la fille de Mario et de Peach qui a voyagé dans le temps, Runko, putain. Genre, fais un effort sur le lore, s'il te plaît.
conscience que cette réalité n'a rien d'immuable, alors on ne peut pas les garder éternellement sous notre emprise. L'outil qu'avait exploité Martindale pour contrôler l'univers de ses adeptes est le même outil qui leur a permis de se libérer. Ensuite, on a lu le blog de la meuf qui a créé une sous-mouvance religieuse au sein d'Aristasia alors qu'elle vivait dans la rue. Du coup, j'intègre cette première théorie du complot à la seconde théorie du complot, où en fait Harmony, du coup, c'est la fille du premier mariage de Peach avec Mario, qui a fini par rompre avec lui pour se mettre avec Daisy. Et en fait, elle a voyagé dans le temps pour pouvoir vivre avec ses deux mamans. Parce qu'en fait, elle a trop mal vécu d'être élevée par Mario, qui est sûrement un père indigne. Tu sais, genre, il est jamais là, il passe son temps à bouffer des champignons. Il est tout le temps avec son pote Bowser en train de se fight et de faire de la MMA. Enfin, il est insupportable. Et du coup, en fait, elle a voulu voyager dans le temps pour retrouver ses deux mamans et pouvoir vivre avec elles dans une espèce de... Ouais, vous avez compris où je voulais en venir. Et venait d'être excommunié d'une église alternative aux États-Unis. Il a cassé la coquille de Runko à force de la bully. Ouais, faut que je fasse attention, c'est vrai. Ça nous a un peu calmé. Alors on a baissé les bras et on a écrit ça. La philosophie de la Silver Sisterhood. Elle est avec qui Bah, moi, après, elle a le droit d'être célibataire. Et peut-être qu'elle est avec son espèce de vibro, là, comment il s'appelle l'espèce de grosse étoile, là, qui est à côté d'elle. Toujours été de faire coexister plusieurs visages. Réactionnaire et moderne, utopique et apolitique, kinky et puritain. Internet a permis à ces différentes facettes de se scinder pour exister séparément. Ta mère l'ovipare. C'est vraiment une excellente insulte. Les 1000 visages d'Internet, du plus fascinant au plus fascisant, étaient déjà contenus dans ce mouvement. Mais ça ne veut rien dire du tout, alors il va falloir trouver autre chose. Si l'on en croit l'histoire officielle, le nom d'Aristasia n'est pas apparu pendant les premières heures d'Internet. Il est celui d'un mouvement fondé à Oxford, dès les années 60, sous l'influence d'une certaine et mystérieuse Esther St. Clair, née dans les années 20. De ce mouvement découlent les concepts fondateurs de la Silver Sisterhood. Attends, mais ça, c'est hyper deep, on est d'accord genre, enfin, plus t'avances dans les couches et les couches et les couches de l'histoire, plus c'est un lore, en fait, qui remonte à des années et tout, c'est un truc de dingue. Le trou, la déesse mère. Certaines de ses membres auraient fini par quitter Oxford pour fonder leur propre établissement, Milchford. Mais déjà, dans ce temps-là, la communauté n'avait pas de nom fixe. Ils l'appelaient Milkford. Ses membres se sont fait appeler les Olympiennes, les Romantiques, la Pègre. Nous, on est les crypto-sluts. Let's go. C'est tellement mieux. Histoire exaltante, mais elle est très probablement fausse. Ce qui est plus plausible est qu'Aristasia découle d'un mouvement nommé Lux Madriana apparu en 76. Ici s'est développé le culte de la déesse qui s'est perpétué à travers les diverses mutations de la Silver Sisterhood, puis d'Aristasia. C'est à cette époque qu'est arrivée Marianne Martindale, entrée en contact avec Lux Madriana par l'intermédiaire des Screamers d'Atlantis dont elle faisait partie. Elle a installé la communauté de Rhaenys. Ils ont trop bien fait de faire monter de faire venir tout le sujet progressivement, c'est trop une bonne idée. La vidéo est vachement bien. Dissidente de Lux Madriana. Faut juste qu'ils arrangent leur son parce que là vraiment son de gauche, hein, je suis désolé la team. Dont la personne que nous connaissons sous le nom de Priscilla Langridge. Leur relation est décrite de façon étonnante par Martindale. C'est Priscilla qui était dans les débuts la leader spirituelle de Rhaenys, et c'est elle qui sera quelques années plus tard l'esprit créatif derrière les jeux de Sandbride. Ah, c'est peut-être mes écouteurs qui sont nuls à chier. Si ça se trouve, vous entendez mieux que moi. En fait, c'est vrai que moi j'ai plus de casque, j'ai cassé mon casque et du coup genre j'ai des écouteurs lame et je crois que c'est peut-être pour ça que j'entends pas bien. Ça se trouve en fait leur son est bien, j'en sais rien. Mais l'autorité concrète, le contrôle des affaires de la maison, de son économie et de sa publicité a toujours été assuré par Martindale. Selon ses propres mots, elle a été pour Langridge une figure maternelle. Elle jouait, semble-t-il, le rôle de l'adulte dans la fantaisie de la Silver Sisterhood, et bien après Sandbride, dans le temps plus diffus de leur période londonienne, il semble bien que Langridge et Martindale aient continué leur collaboration. C'est compliqué d'évoquer les créations de la Silver Sisterhood uniquement d'un point de vue créatif. Parce que de toute évidence, ces jeux sont les manifestations d'un effort d'imagination qui allait bien au-delà. Et que cette mise en scène, cette performance qui était Sandbride ou Aristasia, était indissociable de la vie d'un tas de personnes. Leurs existences étaient devenues à la fois un acte créatif et une revendication politique. Et dans cette politique se mélangeaient des choses légitimes, le rejet du patriarcat et le besoin de pouvoir vivre en tant que lesbienne dans une époque qui ne le permettait pas, et des choses abominables. Exploitation, violence et des liens cordiaux avec le visage du nazisme au Royaume-Uni. Martindale a plusieurs fois décrit la Silver... C'est trop bizarre. Franchement, genre, ce lore est hyper particulier quand même, hein, on est d'accord. C'est une folie. Résumé là, comme ça, d'un coup, tu te prends tout dans la tronche, tu es en mode genre, ah ouais, quand même, hein. Sisterhood comme une communauté accueillant des femmes blessées par le monde patriarcal, pour leur offrir un refuge. Mais il semble que, si elle a identifié les blessures de ces femmes, c'était pour mieux les exploiter et tenter de renforcer son emprise sur elles. Comme dans beaucoup de cultes, il y a quelque part, dans la proposition de départ et dans les espoirs des personnes qui rejoignaient ce mouvement, une véritable volonté d'imaginer une manière plus juste et plus douce de vivre. Pouvoir imaginer autre chose, c'est une nécessité à la fois politique et créative. C'est notre seul espoir, et c'est ce à quoi se raccrochait la Sisterhood. Alors comment faire pour que cet autre monde ne devienne pas un enfer ?
Nous retirer nos liens avec la réalité, c'est un moyen de nous isoler des personnes avec qui on la partage. La réalité, ça n'est que ça en fait. C'est une vision qu'on partage avec des gens. Et la grande stratégie des sectes a toujours été de vous en imposer une autre pour vous éloigner de votre entourage, et donc vous rendre vulnérable, pour que votre seul repère devienne cet entourage nouveau. C'est la différence entre une fiction et un mensonge. C'est la différence entre une communauté et une secte. Imaginer ensemble des réalités possibles et les faire advenir, c'est ce en quoi consiste à la fois la création artistique et la construction de communautés véritables. Mais réécrire d'une seule voix une... En fait, genre, l'analyse est bien, mais c'est pour moi, genre, c'était pas une secte à la base. En fait, il y a ce truc de... Je comprends qu'ils mettent en garde et tout, tu vois, mais il y a vraiment ce truc de... C'était pas une secte à la base. Je pense qu'à la base, c'était vraiment une colloque d'artistes lesbiennes qui s'amusaient à faire du BDSM entre elles, qui a connu une dérive sectaire. Et qui ensuite, à la fin de la dérive sectaire, est redevenue une colloque d'artistes lesbiennes un peu bizarre, quoi. Genre, au final, c'est ça pour moi plus que une secte qui a commencé en tant que secte. Genre... réalité passée et l'imposer comme un récit identitaire autour duquel se rassemblent les seules personnes justes, c'est ce en quoi consistent les sectes, les conspirationnismes, les 1000 déclinaisons du fascisme et la carrière de Marianne Martindale. Voilà, machin Martindale, elle avait l'air vraiment dangereuse pour le coup. Genre, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de dangereux. Mais en même temps, c'est dur de... Je pense qu'elle a quand même aidé beaucoup de femmes, genre avant de les détruire. C'est horrible du coup comme situation. Enfin, c'est vraiment ce genre de cas, quoi. En vrai, une coloc comme ça doit être fun à vivre. Bah, je pense en vrai que ça doit être bien avant qu'il y ait quelqu'un qui devienne un vrai esclave et qu'il commence à y avoir des trucs abominables, quoi, finalement. Bref, c'était super. C'était super, hein. Franchement, on a bien fait de réacter à ça, je trouve. Genre, le fait est que c'était méga intéressant. C'était un lore que j'ai presque envie de recreuser, en fait. Genre, j'ai presque envie de m'y réintéresser à un autre moment en live pour regarder un peu, décortiquer un peu plus longuement tous les différents éléments et tout, parce que ça a l'air d'être une dingue. Et en même temps, j'ai une flemme et j'ai tellement d'autres choses à faire dans la vie. Mais ouais, intéressant premier degré, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. J'ai trouvé ça très très cool. Très bien, ces youtubeurs, je les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Et vous savez ce qu'on fait quand on ne connaît pas des gens et qu'on trouve que leur vidéo elle est bien? On s'abonne. Et oui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre des pouces bleus aussi, s'il vous plaît, ce serait vraiment cool. Et des commentaires de fou du bus. Mais voilà, très très bien, Zef et Ramo. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y en avait un des deux qui s'appelait Zef. C'est une folie, ça. C'est une folie. C'est le nom de mon tout premier lézard. J'avais un lézard quand j'étais petite qui s'appelait Zef. C'était un Pogona viticeps. Et il était bien. Ah mais attends, c'est eux qui ont fait le Weird Game Manifesto. Ah, mais tout s'explique. Tout s'explique. Ok, ils sont super basés. C'est pour ça que c'était aussi bien. Ah, mais tout devient clair. Mais tout prend son sens. Merci Audric de me rappeler, de m'hydrater. Tout fait sens, tout fait sens. J'avais pas fait le lien entre ces mecs-là et le Weird Game Manifesto. Excellente vidéo. Ça, vraiment, c'est des énormes vidéos. Genre, vraiment, c'est des monstres. C'est des vidéos vraiment monstrueuses. Aux jeux vidéo. Pour commencer, on a autre chose à penser. Quand on a... Mais c'est important. C'est vraiment des vidéos importantes.